Bienvenue dans The Glad One Podcast, multiple championne de France dans 4 disciplines différentes, demi-finaliste des championnats du monde et médaillée d'or et d'argent aux Jeux de la francophonie. Je suis retraitée des pistes depuis 2012. Aujourd'hui, en tant que coach et thérapeute, j'accompagne les anciens sportifs de haut niveau à retrouver une vie stimulante et épanouie après leur carrière. Et dans cet esprit, afin de partager et de libérer la parole autour d'un sujet tabou qu'est le deuil du sportif de haut niveau, afin que l'on se sente compris, que l'on se sente moins seul, j'ai créé ce podcast. Merci donc d'être au rendez-vous et s'il te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Dans l'épisode du jour, une ancienne basketteuse pro, des titres de championne de France, titrée en Euroleague, passée par les States. À son retour, elle signe dans l'un des plus gros clubs féminins de France. Après un passage de 4 ans en Espagne, elle est tout comme moi retraitée depuis quelques années. Hola, ¿qué tal este Ardón? Ardón on dit, hein? Comment on dit? Ardón. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Donc, tu es diplômée de Seton Hall University, de l'Université de Lyon. On pourrait presque faire ce podcast en hispano-anglico-français. Tu maîtrises les 3 langues. Je maîtrise les 3 langues, mais c'est vrai que l'espagnol, ça fait un petit moment que je suis partie donc d'Espagne en 2008. Du coup, je comprends tout, mais quand je parle, les oreilles saignent en fait. Même les miennes, elles saignent. Rouillé, donc je vais t'épargner ça. Oui, j'étais meilleure en espagnol au début, et puis finalement c'est l'anglais qui a pris le dessus, donc je suis incapable aujourd'hui de faire un podcast, je te rassure, en espagnol. Hein. Là, j'aurais triché de fou. J'aurais fait toutes les questions une par une, et bon, ça aurait été moins cool. Et comme de toutes les façons, le plus gros des auditeurs est en français, on va rester en français, ça le fait très bien. Donc tu es diplômée d'ailleurs de quoi? De Seton Hall University et de l'université de sports management. Je suis restée dans le sport. Je pense que c'est vrai qu'en général, les sportifs, voilà, tu es dans le sport, tu deviens soit entraîneur, soit tu veux rester dans le domaine du sport. Et c'est vrai que au tout début, je me voyais bien en mode général manager d'un club et tout ça. Mais ça, c'était avant. Et pas du tout entraîneur. Non, pas entraîneur parce que je pense que c'est une vocation, en tout cas pour les bons. J'aime bien de temps en temps, à l'époque je faisais des camps de basket, donc sur des petites périodes, mais le faire au quotidien, tous les jours, non. Et puis je pense que je suis tellement compétitrice dans ma tête, tellement carrée que je prendrais un joueur et je tuerais l'autre avec. Donc non, je préfère pas. Qu'est-ce qui reste de l'expérience américaine? Parce que ça a été j'imagine, une découverte grandiose, quoi. Le basket aux États-Unis, ça, je pense que ça marque une vie. Alors, ça marque une vie, mais tu vois, j'écoutais encore dernièrement le podcast de Maureen et j'ai fait carrément le parallèle parce que sur le coup, alors oui, il y a eu des grands chocs. T'arrives dans un univers, c'est le pays du basket, les infrastructures sont incroyables, les moyens mis à disposition sont incroyables. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir en France ou en Europe. Parce que ça reste le sport business, mais je pense que sur le coup, je me suis juste dit, ok, t'es là, c'est bien, tout le monde peut le faire. Et ça, c'est quelque chose que je ressens maintenant avec le recul, parce qu'une fois, j'en discutais avec un pote et il me disait, mais c'est génial tout ce que tu as fait. Mais je dis, mais tout le monde peut le faire. Mais non, en fait, il y en a plein qui rêvent de devenir sportif professionnel, qui rêvent de faire plein de choses. Toi, tu les as faites et en fait, tu réalises pas. Et c'est vrai, avec le recul, moi, j'étais un parfait petit soldat. Je me suis conditionnée pour m'entraîner, pour faire les choses bien, pour faire ce qu'on me demandait, pour être présente, pour pouvoir répondre aux besoins de mon équipe ou de mes équipes. Mais je me suis jamais dit, enfin si, c'est super, t'es parti aux États-Unis, mais c'est maintenant avec le recul parce que je travaille au quotidien avec des sportifs, des jeunes sportifs qui ont envie de partir. Et je vois les parents et je vois comment les gens se démènent. Et je me dis, mais meuf, t'as fait des choses super. Mais sur le coup, tu le réalises pas. Parce que tu es dans un environnement où c'est normal. Et l'excellence, pousser, toujours aller plus loin, c'est normal. Tout est toujours normal. Donc pour moi, dans ma tête, ouais, je le fais, mais je sais que j'appartiens à, je vais pas dire une élite ou une caste, j'appartiens à un groupe privilégié.
parce que je fais des choses, je voyage, voilà, j'ai joué sur des terrains NBA, tu vois. Non, mais c'est improbable. Je rappelle, je dis toujours ça. Je viens d'un endroit on voit même pas la Martinique sur une carte. C'est un point sur une carte. Et je viens de Trinité, je sais même pas la capitale de la Martinique, tu vois. Non, la capitale, c'est le Robert. Non, je rigole. Ouais. Oui, mais la Trinité, c'est la planète. Les Martiniquais comprendront la blague, évidemment. Voilà. Pour établir la vérité, la capitale de la Martinique, ça reste Fort-de-France. Justement, tu es en Martinique. Moi, je suis parmi mes nombreux voyages. En ce moment, je suis en Tunisie. Je sais que c'est bientôt la période du carnaval. Et là, tu nous gratifies de petits sons. Est-ce que tu peux... Je sais que tu as ton bracelet, je pense. Tu l'as enlevé. Ok, d'accord. Donc, je sais qu'il y a l'ambiance qui a commencé à battre son plein. Tu m'as proposé une photo de toi au carnaval. Je l'attends encore. Non, je garde les dossiers. Finalement, elle garde ses dossiers pour elle. Donc, tu me parlais du fait d'être un bon petit soldat. Avant de devenir le bon petit soldat sur les terrains de basket, raconte-moi comment est arrivée la passion basket dans ta vie. La passion basket est arrivée comment? Ça fait toujours rire tout le monde. Initialement, moi, je voulais faire de la gym avec mes copines. Bah oui, la gym en UNSS, sauf que je faisais déjà 1m80, donc trop grande, vraiment pas bonne, pas gracieuse, pas coordonnée pour dessous. On m'a dit t'es grande. Mon oncle m'a dit t'es grande, va faire du basket. Et en fait, je suis fille unique et j'ai été élevée par mes grands-parents, donc je m'ennuyais chez moi. J'ai commencé un petit peu le basket et puis ça m'a bien plu. Je sautais, je courais, tu vois, à la base, et j'ai vite progressé. Et surtout, je me rappelle qu'à l'époque, je commençais tard, il y avait déjà un groupe de filles qui étaient très bonnes dans mon club. Et moi, je me disais, non mais un jour, vous allez me manger dans la main, vous allez me respecter, tu vois. T'as déjà le mode rageux, tu vois. Et je commence relativement tard, vers 14 ans, 14, 15 ans. Et 2 ans après, on me propose d'aller faire un regroupement sur la France, avec le groupe France, mais de 2 ans mes cadettes, pour pouvoir m'évaluer en fait. Parce qu'à l'époque, ici, il n'y avait pas de centre de formation, il n'y avait pas de pôle, on savait même pas ce que c'était. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les téléphones portables. On était encore aux cabines téléphoniques, s'il te plaît. Donc avec la carte, je me souviens. Ah non, mais à l'époque, non mais c'est chaud ça. Mais bon, bref. Donc je vais faire mon stage. On me dit que j'ai un potentiel, pas pour rentrer en équipe de France parce que je débute, mais que j'ai un potentiel. On me propose de rester. J'atterris, bon gré mal gré, dans un club dans le sud de la France. Pas initialement celui où j'étais censée aller, puisque l'entraîneur à l'époque du regroupement national voulait me garder dans son équipe. Je pense que si j'avais été dans son équipe, j'aurais sans doute eu une autre trajectoire, en tout cas progressé plus vite. Mais mes parents ont fait le choix de m'envoyer dans un club à Pau, parce qu'un entraîneur guadeloupéen leur avait dit qu'il prendrait soin de moi, que je pourrais rester avec sa famille, etc., etc. Et je me retrouve dans un club où tout ce qui avait été proposé n'a pas été respecté. Ah ouais. Donc, d'accord. Donc finalement, mais ça, tu te retrouves seule à Pau. Alors, je ne suis pas seule. Je me retrouve en appartement avec une autre joueuse de basket qui, par la suite, elle ira en équipe de France, Sandra Dijon, une intérieure. Ah, Sandra Dijon, bien sûr. Oui. D'ailleurs, son fils est basketteur. Exactement, tout à fait, Melvin. Et en fait, elle se retrouve avec une gamine de 16 ans dans les pattes, petite, un peu gâtée, parce que ma mamie, voilà, prenait bien soin de moi. Et en fait, c'est dur. Voilà, c'est compliqué, ça va. Mais initialement, ça devait être carré. Je me retrouve en appart avec une fille qui, je pense, aurait aimé avoir son intimité avec son compagnon de l'époque. T'es obligé de t'occuper d'une sale gamine. Je dis avec beaucoup de... Ça me fait rire, mais je pense qu'à l'époque, c'était compliqué. Pourquoi une sale gamine? Pourquoi tu emploies ce mot-là? Une sale gamine parce que t'arrives, moi j'ai été couvée par mes grands-parents. Tu vois, donc je suis pas forcément indépendante, autonome et tout ça. Et à 16 ans, tu dois l'être. Donc je débarque dans un pays, la neige, j'en ai jamais vu. T'arrives, tu sors. Alors,
tu sors des clichés où t'es en Martinique avec ton petit jean Levi's, tes Dockside, tes petits Sebago. T'arrives en France, bon, il faut s'adapter. Je regarde un petit peu, je m'achète mes premières Doc Martens violettes, tu vois. Ah ouais. Tu essaies de t'intégrer. Et les entraînements sont pas carrés. Tu t'entraînes en club. Je suis même pas en centre de formation, tu vois. Oui, donc tu as une la vie à cerise, côté. Parce que c'est ça, finalement, tu as une vie totalement indépendante à côté, et ensuite, tu t'entraînes en club. Comme je toutes les m'entraîne en pros, club, comme je vais à les l'école grandes. en fait. Ouais, c'est ça. Ah ouais, tu vas à l'école en Mais plus. je vais à l'école. Je vais à l'école et après le soir je m'entraîne. Et en fait, le week-end, bon, tu fais des déplacements. Alors les déplacements de 500 kilomètres, ça j'avais jamais vu. Moi, quand je sors de En ma bus? Martinique le plus loin, non, en Renault Espace. Ah oui, en espace. Oh là là. Non, mais en fait, je connais pas. Moi, à l'époque, en Martinique, la distance la plus longue, c'était même pas 30 kilomètres. On est Tu d'accord. vois, et changement de température, tu dois t'acclimater. Le week-end, à 16 ans, j'étais en boîte de nuit. Mes parents auraient su ça, j'aurais fait un retour direct en Martinique et c'était fini. Et en fait, il y a un entraîneur qui vient donner des coups de main de temps en temps, qui me dit, Leslie, franchement, t'as du potentiel, faut pas que tu restes là. Faut pas que tu restes là, tu vas pas percer. C'est du Il gâchis. considérait que tu Et en t'es fait, enterré, en fait. oui, mais ça, c'est le cas de plein de joueurs ou de joueuses. Mais Et toi, en fait, comment ce tu mec-là, il vivais part. cette période-là? Parce que c'est mine de rien un déracinement. Mine de rien, t'es parti faire un test, t'es resté là-bas. Comment tu le vis, toi, en dehors du fait de faire la fête le week-end en Bah, boîte? moi, je suis chien boule. Je suis chien boule. Moi, ce que je veux, c'est jouer au basket. On Je va m'en faire une fous. traduction pour ceux qui comprennent pas forcément ce que ça veut dire chien boule. Ça me rappelle Patrice Annonay qui m'a dit exactement la même chose pour son fils. Chien boule, c'est quand on voit un ballon et on a envie que d'une Ouais. chose, Mais c'est moi, dans jouer, ma quoi. tête, c'est ouais, j'ai envie de jouer. Je suis partie pour jouer. Je m'en fous. Et en fait, je sais pas. Le système français, le système fédéral, je sais pas comment ça fonctionne. Je connais pas les niveaux. Je sais qu'il y a des niveaux, mais je sais pas du tout que le basket professionnel, on peut en vivre. J'ai des magazines, je vois Allen Iverson dessus, c'est mon idole. Et Mais je Ayman, comprends pas comment ça fonctionne. Tu vois? Je ne sais pas. On est loin, on n'a rien. En Martinique, on n'avait pas l'info. Il n'y avait pas de pôle, on savait pas. Et les gens, ils ont l'impression qu'en envoyant leurs enfants en France, ça ils va sont ouvrir arrivés. des portes. Alors, c'est ça, mais c'est pas le cas. Donc, mes parents ont essayé de m'accompagner du mieux qu'ils ont pu, mais ils n'avaient pas les clés, ils n'avaient pas les codes, ils savaient pas. Donc, j'atterris dans un endroit où on a vendu du rêve, où j'aurais pu très vite dévirer dans n'importe quoi. Heureusement, en boîte, dans ma tête, j'étais DJ, donc j'étais avec le DJ en train de lui dire, il faut que tu mettes ci, il faut que tu mettes ça. Je pense que ça m'a un petit peu, Double ça m'a un petit emploi. peu sauvé. Basketteuse la C'est journée, ça, DJ la nuit. c'est ça. Et donc, le mec en question, l'entraîneur, il parle de moi à l'entraîneur du centre de formation de Bourges, et il me dit, il viendra te voir sur les finales de championnat. Et je fais un match de merde, littéralement, mais le mec, il me prend dans son centre de formation. Donc, pas le dire première rencontre, peut-être deuxième rencontre qui change ma vie. Hmm. Le mec, il parle de moi, on me voit, on me prend. Et là, j'intègre le centre de formation de Bourges, quelque chose, le meilleur centre de formation, un des meilleurs centres de formation en France à l'époque, très carré. Là, t'es en internat, le week-end, t'es pas en boîte, parce que à Bourges, il y a du basket féminin et des vaches. Je suis méchante, mais voilà. Donc C'est bien, basket ça te permet de te féminin, donc concentrer au moins. ah oui, très concentré, internat, le midi entraînement, le soir entraînement, le week-end t'as déplacement et le week-end on était à l'époque parce que maintenant ils sont au Preps, mais elles sont au Preps, mais à l'époque on avait au-dessus de l'internat des résidences où ils accueillaient des fils et des filles d'ambassadeurs. Donc on avait un cuisinier qui nous faisait les repas pour le week-end, donc moi je m'envoyais les gâteaux, bref. Quand je suis arrivée en France, on m'a appelé hamster joyeux, que j'ai pris des joues comme ça, les gâteaux. Bref. Et Mais finalement, voilà, quand tu arrives à j'intègre. Bourges, ta vie change en quelque part. Là, Ah le oui, basket, tu l'appréhendes différemment. oui. Là, je comprends. Maintenant, je commence à comprendre comment ça fonctionne. C'est carré. Et c'était vraiment ce dont j'avais besoin, un cadre. Et je pense que là où est, je dirais ma force, mais en fait la force de l'homme, la capacité de l'homme, c'est de s'adapter. Donc j'arrive dans un nouvel environnement.
Je regarde, je vois comment les filles fonctionnent, elles se connaissent toutes. Je me dis putain, meuf, t'es encore arrivée dans un truc, tu connais personne, va falloir que tu te fondes dans le truc. Donc tu apprends par mimétisme, tu poses des questions, ça reste une équipe certes, mais t'as un ballon, t'as 5 filles qui jouent en même temps sur le terrain, hein. Et on est une Là vient douzaine de filles la à l'endroit. notion de concurrence ou pas? Là, tu te dis, il va falloir Elle, jouer des coudes pour créer ma place ou pas? elle y était déjà. Elle y était déjà, c'est-à-dire que de toute façon, t'as envie de gagner, t'as envie d'être sur le terrain. Personne n'a envie de rester sur le banc. Personne. Surtout pas un chiaboule. Et exactement. Mais quand il y en a d'autres autour de toi, soit tu ronchonnes dans ton coin et tu fais ouais, c'est pas juste, machin, soit tu travailles. Et moi, mes parents, mes grands-parents m'avaient vraiment inculqué cette valeur travail. Donc la partie petit soldat est aussi venue de là. Comprendre comment pouvoir m'intégrer au système, avoir ma place. Moi aujourd'hui, c'était par le travail. Aujourd'hui, à l'époque et encore aujourd'hui, parce que oui, ben j'avais certaines qualités, qu'elles soient athlétiques ou autres, mais quand tu arrives et que tu as des années de retard entre guillemets par rapport à des filles qui font ça depuis qu'elles ont 6 ans, 10 ans, et que toi tu as commencé il y a 2 ans ou 3 ans, tu as une marge de progression. Donc l'idée c'était ben travail, travail, travail. Tu vois, fais les choses bien. Avec en plus de ça la pression des parents en mode de toute façon si t'as pas tes diplômes, si tes notes elles sont pas bonnes, tu rentres en Martinique. Mm. Donc tu vois, Donc, j'essaye a priori, tu de n'avais pas envie jongler. d'entrer en Marseille. Non, 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 non. Il faut dire que j'étais privée de sortie. Ça rentre en Martinique. Et à quel moment C'était arrive hors de la question. proposition de partir à l'université aux États-Unis et comment? Alors en fait, pour faire cette transition, je t'explique. Moi, sportivement, ça se passe bien. C'est-à-dire, j'arrive en centre de formation, ma première année, on est championne de France espoir, ça se passe bien. La deuxième, on m'intègre à l'équipe première. Donc je m'entraîne avec l'équipe première, je joue avec l'équipe première. Et je précise que c'était l'époque où à Bourges, tu avais la moitié des filles en équipe de France, l'autre moitié Mm. c'était des étrangères qui étaient dans leurs équipes nationales. Et moi, en tant qu'espoir, j'avais du temps de jeu. Et l'entraîneur, c'était l'entraîneur de l'équipe nationale russe. Donc tu étais dans un système où tout, encore une fois, était super carré, tout était super millimétré, et les filles, elles mettaient 20 points à tout le monde. Donc j'avais du temps de jeu, tu vois. Sauf que ben voilà, ça se passe super bien sportivement. Mais quand j'intègre l'équipe première, là, j'ai eu mon bac l'année d'avant D'accord. et je suis obligée de prendre des cours au CNED. Bon, donc par correspondance. Sauf qu'avec 2 entraînements par jour, 2 déplacements par semaine, donc tu pars le mardi, t'es en Coupe d'Europe, tu reviens le jeudi, machin, et y a pas de sieste en fait. Il faut que entre les entraînements, le matin et le soir, je révise et j'envoie mes devoirs. Moi, au bout d'un Donc trimestre, j'ai finalement, 2 heures à plat on vol. prône beaucoup le préparer la fin de carrière, préparer la suite. Mais quand on est dans un système comme le tien, professionnel, c'est difficile de créer cette place pour préparer la suite, si je comprends bien. Alors, ce qui se passe souvent après le bac, on demande souvent aux sportifs de faire un choix. Parce que si tu veux aller vers la haute performance, si tu veux exploser dans ta discipline, il faut que tu t'entraînes plus de 3 fois par semaine. Enfin, je le faisais Oui, déjà. oui, oui, bon. Voilà, il faut que tu t'entraînes tous les jours, voire un entraînement bi-quotidien, plus la muscu, plus les soins, plus tout ce qu'il y a à faire autour. Il n'y a pas forcément la place pour les études. Et c'est là en fait que ça a coincé parce que mon diplôme, bah, ça allait pas les notes. Mes grands-parents étaient sur mon dos. Ah oui, mais on t'a dit et tatati et tatata. Moi, t'es jeune, t'es adolescente, tu dis ouais, mais je suis championne d'Europe quand même. Mais les parents ils comprennent pas. Mais ils en ont rien à foutre les parents. Tes parents ils t'ont dit diplôme. Qu'est-ce que tu fous là? C'est pas le deal. Et en fait, faut trouver un équilibre. Soit tu décides de tout mettre dans le basket, dans ton sport et à ce moment-là, bah, faut trouver une formation, sauf qu'à Bourges, il n'y en avait pas. Euh, ou tu trouves une alternative. Et en fait, j'avais été approchée à l'époque par ceux qui sont devenus mes agents, la boîte Comsport, qui, enfin, pour faire un petit parallèle, qui aujourd'hui sont les représentants de tous les Français en NBA, enfin d'une partie, pas tous.
des Français NBA, Ouais. donc Wembanyama, Oui. enfin tous ces mecs-là, voilà. Donc c'est une Koulibaly, grosse boîte, certainement. exactement. Et en fait, à l'époque, ils commençaient à envoyer les jeunes aux États-Unis. Tu vois, les Français commençaient à partir vers les États-Unis en Ah oui, université. parce que Et rappelons-le, à l'époque, ce n'était quand même pas aussi évident et facile de partir aux États-Unis. Hein. Là, on parle de quelle année à peu près pour qu'on réalise? je suis partie en 99. Voilà, c'est ça. En 99, je crois que Tony Parker, il part. En quelle année il part en NBA? Est-ce que Beaucoup après, beaucoup plus est-ce que loin, c'est mais pas 2000 non, c'est de 2003, peut-être 2000-2003, dans les années 2000-2003 il part aux États-Unis, non? je sais Il me pas. semble. Franchement, je sais En tout pas. cas, il me semble que c'est après toi, en tout cas, toujours Ah, est-il. mais Tony Parker, c'est un bébé. En fait, c'est la génération de Ronnie. Bah oui, c'est Ronnie, pour ça que je me bah, réfère à Ronnie et je me réfère parce c'était toute une bande à l'INSEP avec Boris Dio, avec c'est Ronnie, ça. avec, euh, avec Avec Flo. Pietrus et pas Pietrus, Ouais. etc. J'essaie justement de remettre le contexte et savoir à quel moment cette espèce de bande a explosé à l'INSEP pour que chacun continue sa vie. Et ils se retrouvaient évidemment en équipe de France. Ouais, en tout cas, c'est après 99. Donc en fait, tu fais partie un peu des précurseurs, des premières qui sont parties Ah s'expatrier aux oui, mais États-Unis. à l'arrache, en fait, on me propose de partir. Moi, j'ai une pote qui fait ouais, moi je vais y aller, je vais aller à New York, elle m'a bien chauffé. Donc on fait des visites. Et en fait, ce qui se passe avec les universités, tu leur envoies, à l'époque, maintenant c'est encore plus élaboré, mais tu envoies des vidéos, tu envoies des stats sur les universités que tu vises. J'ai eu des offres. Moi, l'idée c'était de rester sur New York avec ma copine. Donc, je visite pas mal de facs sur New York. Là, ils te paient le voyage, ils tirent les pompes, ils te font bouffer des trucs, ils t'emmènent partout. C'est un show. La vie de Et star. forcément, moi, petite française, j'arrive, mais quand tu parlais du décalage, mais c'est comme dans les films, mais en mieux, parce que tu es dans le film, t'arrives, tu vois le truc, tu fais putain, c'est grand. Quand t'es en Martinique ou en Martinique, t'as, allez, 3 terrains avec parquet, dont un seul qui soit vraiment aux normes et tout, et que t'arrives dans un endroit où t'as plein de terrains, parquet, c'est climé, s'il te plaît. En La hiver, c'est clim, climé. à l'université, il y a déjà des gradins, il y a plus d'une Mais il y centaine a de tout, en gradins. fait. Et en Et plus, t'arrives et là, tu on te parle de dis, il y a combien d'années d'écart entre ton départ de la Martinique et ton arrivée aux États-Unis? À peu près. j'ai 16 ans et je pars en 95 et Ouais. j'arrive aux États-Unis en 99. Oui, donc là, c'est super court. Finalement, là, tu C'est fais un super court, jump mais dans ta vie. Tu es jamais allé aux États-Unis. Tu découvres les États-Unis. Tu découvres le basket à l'université américaine. Parce que là aussi, c'est quelque chose, le basket c'est à ça. l'université américaine. La preuve, les finales Ça, des universités, c'est génial. c'est un truc de fou. C'est diffusé et tout le monde en parle dans le pays. On s'en rend pas C'est compte ça. en France parce que personne ne parle du championnat universitaire en France. Mais tout le monde parle du championnat universitaire aux États-Unis parce que de toutes les façons, on sait que les futures stars NBA, elles sont là. Et Jordan, par exemple, était déjà très, très, très suivi alors qu'il était à l'université. C'est ça. Mais tu vois, quand tu es dedans et t'as l'impression d'être un petit point dans un monde gigantesque en fait. Et tous les moyens qu'on te donne, parce que moi, je viens quand même du meilleur centre de formation français, du meilleur club français, parce qu'on venait de gagner l'Euroleague et le championnat de France. Et tu arrives et tu te dis, mais en fait, on était des petits paysans, hein, littéralement. Ça veut dire que non, mais les moyens qui sont mis à disposition, les gens n'imaginent pas. C'est-à-dire que si j'ai envie d'aller shooter à 22 heures, j'appelle un manager qui vient prendre mes rebonds, s'il te plaît. Et je suis dans un bâtiment, t'as une salle d'entraînement en bas, au sous-sol, réservée à toi, tu as le truc, il est à étage avec des terrains sur les différents étages. Tu as différentes salles de muscu, ton truc, il est millimétré, par contre, tu vas pas en cours, tu as des problèmes, tes notes, t'as pas la moyenne, tu t'entraînes, tu joues pas, le truc, il est carré et on te donne les moyens. T'arrives à l'entraînement, t'as ton vestiaire, machin, avec ton nom, t'as tes équipements, t'as ta dotation, tu veux quelle paire de chaussures? Tu as 5 modèles, choisis. Moi, j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Ok, tes chaussures sont là. Ah, non, mais t'as tout. T'as des gens qui viennent laver tes vêtements, s'il te plaît.
La seule chose que tu mets pas, tu peux mettre ta brassière, mais tu mets pas ta culotte. Non, mais je suis sérieuse. Dans les clubs de foot américains, dans les clubs de foot en France, ils mettent les caleçons. Hein. Chez les mecs, en tout cas. Chez les filles, je sais pas, mais je sais que chez les mecs, ils mettent les caleçons. Je te jure. Mais tu vois, à l'époque, t'arrives et tu fais, ah, mais j'ai raté ma vie. En fait, on peut pas savoir, on peut pas l'imaginer. Et eux, pour eux, c'est normal. Aujourd'hui. Pour eux, c'est normal. Mais pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, et c'est la même chose quand moi je sors de Martinique et que j'arrive en France, j'ai les yeux comme ça, je fais wow. Tu vois, et là j'arrive aux États-Unis et je fais waouh. Et en fait, sans le faire exprès, je choisis une petite fac parce que je me dis, j'ai visité des facs dans New York, je me dis mais si je vais là-dedans, dans les grandes facs dans New York, mais on va me perdre. Je me connais, j'ai envie de faire la fête. Je sors de Bourges où il y a rien. Si tu me mets dans New York, mais mes parents ils coupent ma tête, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me dis petite fac, elle est mignonnette, j'ai mon petit ordi, tout va bien, je vais avoir mon diplôme. Et si je veux aller faire la fête à New York, je pourrais. Tu pars comme ça. Voilà. Et puis c'est à 20 minutes de New York, donc si je veux, j'ai le temps d'y aller. Sauf que j'avais jamais le temps, donc j'y allais de temps en temps, mais pas tant que ça. Et sans le faire exprès, parce que je répète, là, Internet arrivait. Tu sais, t'avais je sais plus, c'était les gros portables, je sais pas si c'était Alcatel ou, enfin bref. J'arrive dans une fac qui fait partie de la Biggest Conference. En fait, un système universitaire, tu as division 1, 2, 3. Dans chaque division, tu as environ, je crois, 300 universités. Après, tu as d'autres systèmes, mais ça, c'est le système principal, donc la NCAA. Et c'est divisé en conférences. Et dans ma conférence, donc on avait, je crois, une quinzaine d'équipes, peut-être 13. 6 de ces équipes font partie du top 25 américain. Donc, je me retrouve à jouer contre Villanova, Notre-Dame champion universitaire, UConn, multiple champion universitaire, UConn. Boston College, Miami. T'es là, mais je le sais pas, en fait. Je ne sais pas où je suis. Et c'est après que je commence à comprendre. Et en fait, là, c'est super parce que je vais jouer de l'autre côté des États-Unis, je vais à Las Vegas, je fais des tournois, je vais à Chicago, et puis des trucs de ouf. T'es en jet privé, et là tu fais. Bon, des fois t'es en bus, tu vas pas aller à 30, 50, 1 heure, 2 heures de route, tu vas pas prendre l'avion, tu vois. Mais sur les longs déplacements, t'es le roi. Et ce qui était bien dans ma petite fac, c'est qu'il y avait pas de football américain. Et en fait, tous les fonds allaient au basket. Donc, en plus des avantages qu'on avait. Il y a du foot américain, là, ça draine tout, hein. Tout est concentré sur le foot américain. Donc, ouais. Là, finalement, c'était un bon choix en termes de, je veux dire, de notoriété. Même d'ego. Allez, parlons de soi un peu. Alors, ego, oui et non. C'est-à-dire que moi, je suis contente. J'arrive, petite française, martiniquaise. Mais alors, compliqué. Parce que tu arrives dans un système, à l'époque, mes coéquipières étaient un peu thug, tu vois, un peu ghetto. On était 15 filles, sur les 15 filles, tu avais peut-être 4 étrangères, dont moi. J'étais noire, donc j'avais un peu de chance, tu vois. Et mais ma première année, ça a été compliqué parce que c'était pas forcément accepté. Mais après, c'était spécifique à ma fac, hein. Toutes les facs, ça se passe pas comme ça. Les étrangers étaient peut-être pas encore bien acceptés. Tu vois? Parce que ça veut dire qu'une bourse avait été prise. Ça aurait pu être une américaine et ils ont pris une étrangère. Donc j'étais noire, bon, ça passait encore. Mais j'aimerais bien m'arrêter sur ça parce que c'est quand même assez rare d'entendre j'étais noire, j'avais de la chance. Généralement, on entend plutôt le discours inverse. Donc, je tiens à noter ça, quoi. J'étais noire, j'avais de la chance parce que concrètement, il y avait du racisme en fait. Il y a du racisme partout. Non, mais c'est sûr. Mais concrètement, dans ton équipe, j'imagine que la plupart des filles, elles étaient noires. Et donc, du coup, elles avaient du mal à accepter et l'étrangère si en plus elles cumulaient le fait d'être une non noire. On va parler comme ça. Généralement, on dit non blanche, non blanc, mais là, pour une fois, on dirait un non noir. C'est ça. Et pour la petite histoire, je suis venue dans cette fac parce que la fille qui m'a accueillie, parce qu'on a un host à chaque fois qui t'accueille pour te faire visiter la fac et tout ça, c'était une fille contre qui j'avais joué en Espagne.
en Coupe d'Europe. Et c'est pour ça que je suis allée dans cette fac. Et pour la suite, ça a une répercussion aussi. Et en fait, t'arrives. Bon, je me dis bon, elles sont un petit peu ghetto. En plus, j'ai fait anglais renforcé. J'étais censée être super bonne en anglais. Aller prendre les cours, ça allait bien. Mais quand tu parles à des filles qui te parlent en slang, donc en argot, en plus sur New York, mais pendant 6 mois, j'étais like what? Et en fait, je traduisais littéralement les expressions, donc je comprenais pas. Tu vois, et je me dis mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et en fait, les filles, elles prenaient pas le temps avec moi, elles me donnaient pas l'heure. Donc moi, je me suis retrouvée pas avec les étrangères, je me suis retrouvée avec l'équipe d'athlètes parce qu'il y avait des Caribéens, des Trinidadiens, des Barbadiens, des Jamaïcains, et je me suis dit ouais, je suis martiniquaise, donc je suis de la Caraïbe, donc les mecs, tu vois, force à nous. Sauf que j'arrive, première expérience caribéenne, je vais sur le carnaval à New York. Et là, je vois des drapeaux de toutes les îles. Je vois 3 drapeaux de la Martinique qui se battent en duel. Et je fais putain, mais je suis martiniquaise, je suis caribéenne, mais en fait, nous, on nous assimile comme des Français. On fait même pas partie de la Caraïbe. Choc culturel. En plus de États-Unis, tu vois. Je ferme la parenthèse. En tout cas, moi, ma première année, je traînais avec des athlètes. Donc, moi, j'allais à Penn Relays avec l'équipe d'athlètes en scred. Donc, ils me donnaient des tickets et tout, et c'est génial. Et j'ai vu des super athlètes courir et tout. J'adorais l'athlète. À l'époque, je sortais avec un coureur de 400 mètres trinidadien à l'époque. Mais en termes d'intégration, tu vois, ça n'a pas été évident. Par contre, j'ai vite compris qu'il fallait que je trouve un moyen de me faire respecter sur le terrain parce que sinon, les meufs, elles allaient me bouffer. En fait, la concurrence dont tu parlais tout à l'heure, elle y est. Il faut être un individu, il faut jouer et mettre en avant ses individualités et les mettre au service du collectif. Mais personne te fera de cadeau, en fait. Il y a 15 filles, il y a 10 places, et sur le terrain, quand tu joues, il y en a 5 qui jouent. Et tu veux être sur le terrain. Aux États-Unis, c'est plus, plus, plus. Après, c'est pas parce que c'est plus, plus, plus que c'est mieux. Enfin, il y a des choses qui sont mieux. Mais quand tu compares le QI basket et la façon de jouer, je pense que chacun ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais c'est vrai, t'arrives là-bas, physiquement, les filles, elles sont comme ça. Et moi, j'arrive, je fais, ah ouais, quand même. Donc, il va falloir que je lève beaucoup plus. Je regarde les programmes de muscu et je me dis, ah ouais. Et je vois des filles, mais c'est des bonhommes, ce sont des bonhommes. Je fais, mais meuf, comment tu vas faire? Parce que je sais pas si t'as vu mes bras, je suis pas connue pour être la plus. Mais, en fait, tu dois t'adapter. Techniquement, par rapport à la formation que moi j'ai eue en France, elle était bonne. Mais encore une fois, j'accuse du retard. Tu vois, par rapport oui, j'ai joué dans une des meilleures équipes d'Europe. Le problème, c'est que ces filles-là, elles étaient déjà abouties. Alors oui, je suis partie aux États-Unis pour l'école, il faut le dire, mais aussi parce qu'il fallait que j'apprenne autre chose. J'avais pas encore, j'allais dire, poli tous mes outils. Tu vois, j'étais pas encore aboutie. Donc ça me permet aussi de gagner en QI basket, d'apprendre aussi comment, enfin, tout ce qui était muscu, tout ce qui était préparation physique, c'était tellement plus. On avait des entraîneurs, t'as une équipe, t'as 5 entraîneurs. En France, à l'époque, si t'en avais 2, t'étais heureux. Et le deuxième, c'était le préparateur physique, tu vois. Donc, techniquement, oui, j'ai appris, mais on me mettait pas sur mon poste. Mon poste, ça aurait dû être, allez, arrière, 2. Et moi, je jouais plus en intérieur, enfin, en 4, en poste 4. Ailière forte. Donc, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai surtout appris en tout cas, pour moi, c'était comment tu fais pour gagner ton respect et pas te faire bouffer par ces filles-là. Donc, pour moi, il fallait être indispensable. Et personne n'aime défendre. Enfin, personne, si, il y a des gens qui aiment ça. Mais moi, ça a été ma clé, en fait. Parce que je défendais bien et je défendais mieux. J'étais la meilleure défenseur de mon équipe. Et après, tu prends des rebonds, tu mets des points. Mais on a besoin d'elle sur le terrain parce que c'est elle qui peut prendre les autres, tu vois. Donc j'ai d'abord joué là-dessus parce que j'avais un retard à rattraper offensivement. Si tu me demandes de faire des trucs, des machins, je vais t'en faire 1, 2. Je vais pas t'en faire 15 à la suite, tu vois. Et du coup, l'année d'après, moi j'étais capitaine de mon équipe.
parce que j'avais compris qu'il fallait que je mette en place une stratégie pour pas être bouffé. La seule façon, moi, d'avoir mon respect et bon, d'être sur le terrain en tout cas, c'était ça. Et en fait, moi, j'ai bossé comme une tarée. Et c'est pour ça que je dis, je suis un bon soldat. Parce que j'intègre ce qu'on me demande, j'intègre les besoins, je respecte le cadre. Donc on avait besoin de moi, j'étais le soldat sur le terrain. Faut jeter sur les ballons, moi je me jette partout. J'étais hargneuse, j'ai l'air gentil, là je fais des blagues, je fais des sourires, mais sur le terrain, j'ai horreur de perdre. J'en parlais encore hier avec Coralie Balmy, je dis mais moi tu me dis vas-y, on va faire une belote. Non, parce que je suis pas bonne. J'aime pas perdre, je vais pas y aller. Et surtout que moi sur le terrain, en fait, ce qu'on nous a inculqué dans ce système, dans ma fac, mais ce qu'on inculque dans le système universitaire, c'est qu'il faut tout donner. Et ils te conditionnent. Et moi, ma coach, pour nous conditionner, elle nous faisait courir. Moi, j'ai horreur de courir. Cours après les ballons. C'est pas la même chose. Et du coup, tu sais que la meuf, quand elle arrive de son match, quand la veille, il y a eu son équipe de baseball favorite, les Yankees qui ont perdu, tu sais que tu vas courir. Tu vois? Et en fait, quand elle arrive à une mauvaise humeur, elle voit qu'on n'est pas, tu sais, c'est un sport qui est vocal, on te demande de faire du bruit, d'applaudir, de machin, toujours. Elle arrive, elle nous voit, on est un peu comme ça. End-line. Ligne de fond. La meuf, elle avait retiré l'horloge. Elle avait retiré l'horloge du gymnase. Ça veut dire que tu sais pas quelle heure il est. Elle peut te garder et te faire courir pendant 3 heures. Tu sais pas quelle heure il est. C'était quoi? Et t'as un coach à chaque... Ligne du fond, c'était quoi? Suicide? Alors, mais suicide, c'est mignon, C'était suicide. gentil. Ah, d'accord. C'est gentil. Moi, j'ai connu des drills, mais c'est quoi ça? Le minute drill, où tu dois faire des espèces de navettes, mais au bout d'un moment, t'as plus les jambes. Au début, tu sprints et après, t'as plus les jambes, mais il faut le faire en 1 minute. Et en fait, quand tout le monde fait pas le temps, ben on refait jusqu'à ce que tout le monde le fasse. Ah, Seigneur. Mais tu as des petites qui font 1,50 m et t'en as d'autres qui font 2 mètres. Ouais. Tu sais très bien que les grandes de 2 mètres, elles vont pas forcément y arriver. Tu vois? Et t'as des coachs sur chaque ligne. Et si t'as pas touché la ligne avec ton pied, on recommence. Il y a des poubelles aux 4 coins du terrain. Vous avez besoin de vomir, allez-y, on vous attend. Entraînement difficile, en fait, guerre facile. Ah, c'est ça. Et en fait, ça te conditionne. Ça veut dire que quand t'es pas en train d'encourager, de crier, parce que au basket, il y a des choses qui se passent. Et en fait, comme tout le monde peut pas voir, il faut le dire. Comme ça, s'il y a un écran qui arrive, tu dis screen, ou tu annonces. Tu dis qu'il y a un shoot, tu dis, comme ça, ton partenaire, peut-être qu'il regarde pas, mais il t'entend et il sait ce qui se passe. Et il faut le faire. Il faut être très vocal. Parce que tu peux te retrouver dans une arena où il y a beaucoup de bruit. Quand tu vas jouer à Yukon et que tu as 10 000, 15 000 personnes qui sont tous debout et qui sont en train d'applaudir jusqu'à ce que Yukon marque son premier panier, ça fait du bruit dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu es obligé d'être vocal. Donc, quand tu cries pas et que la coach, elle voit que t'as pas crié et que tu dis « in line », tu vois, tu fais ça pendant 4 ans, je te jure, petit soldat, on va y aller. Après, et là, t'es blindé. T'es blindé et surtout, comme personne n'a envie de le faire, t'es pas en mode « oh, j'aime courir ». Là, de toute façon, si tu cours pas, ta coéquipière va te tuer. Parce que tout le monde en a marre de courir. Putain, tu fais chier, mais vas-y, mais putain. Et là, t'es obligé, en fait. Donc, la mentalité, on m'a vraiment conditionné, en fait. Il y a une tâche à accomplir, il y a un objectif, c'est ça. Et qu'est-ce que tu mets dans la balance pour y arriver? Et en plus, faut encourager. Et du coup, moi, j'ai toujours été un leader par l'exemple. Toujours faire les choses bien, toujours encourager. Et quelque part, ça me donnait aussi, ça validait ma position, ma place. Tu vois, faire des choses bien, parfois, ça coûte. Ah oui, ça coûte énormément. Mais ça, à l'époque, tu le sais pas. Tu le sais pas parce que quand tu fais du sport, tu as l'impression d'être indispensable. On te dit pas non mais vas-y, repose-toi. Mais non, on a besoin de toi, l'équipe a besoin de toi, il faut que tu passes, allez, t'es blessé. Non mais vas-y, va te strapper, va faire des injections, on a besoin de toi. Et toi, mon petit soldat, oui, mon équipe, pour le bien de l'équipe. Et t'y vas en fait. Tu donnes tout.
Alors tant que ça va, tant que t'es au top, bah oui, c'est cool. Mais après, ça reste un business. Et ça, maintenant, les nouveaux sportifs, les nouvelles générations l'ont bien compris. Mais avant, c'était, je vais pas dire que c'était tabou, mais on n'en parle pas. C'est un business. Les Bien clubs, sûr. tout, c'est un business. Même en Et université, c'est déjà. mais bien, surtout là. Mais maintenant, mais non, mais c'est pire. Mais ça, on te l'explique pas. Et toi, bon joueur, bon petit soldat, t'as envie de bien faire, et puis t'es Multisystème, sous les finalement. projecteurs. C'est ça. Donc, t'y vas, tu donnes tout, et puis du jour au lendemain, si t'as pas préparé, on te dit bon bah merci pour tous tes services, on continue sans toi. Allez, tchuss, tu vois. Justement, le Mais choose ça, dont tu parles, pourquoi tu l'as pas, pourquoi après ton diplôme universitaire, t'es pas resté en WNBA? Pourquoi t'es pas resté dans un championnat américain? alors Pourquoi tu retournes alors moi en fac, il y a une chose. Enfin, je me blesse ma deuxième année ou deuxième non troisième année, c'était ma junior year. Je me blesse le 1er janvier, s'il te plaît. Tout le monde est sorti la veille. Il y en a une qui est restée chez elle et qui est pas allée à Times Square, qui est restée gentille et sage. Elle se blesse le 1er janvier à l'entraînement, s'il te plaît. finalement, ça Ligament t'allait mieux croisé. d'aller en boîte, hein? C'est ça. Ligament croisé. Ah Donc, ouais, mais c'était le moment où j'étais en train de monter. l'ascension, d'accord. Et là, saison ben, à plat. Je me fais opérer, machin, rééducation, je reviens. Mais là, le jeu est différent. Le jeu est différent. Je commence à shooter de plus loin parce que j'ai pas du tout envie d'aller me prendre des cartons en dessous. Je prends toujours le jeu change. Et en fait, sur ma dernière année senior, je me fais mal au genou. Sur la dernière partie de saison, je me fais mal au genou. Moi, dans ma tête, c'est plié. Je me dis, ça y est, c'est mort. C'est mort. J'ai le genou qui est comme ça. Maintenant, je peux le dire. Une Bon, je ne le patate. savais pas quand ils m'ont signé. J'ai le genou comme ça. Je me dis, mais c'est mort. Le basket, c'est mort. Donc, je me dis, je vais rentrer en France tranquillement. Il va rien se passer, quoi. Tu vois, c'est bon, c'est fini. Et en fait, Bourges me signe. Tu dis pas non à Bourges. Donc, je retourne à Bourges. Le Entre-temps, je me grand suis soignée. retour. C'est ça. Je retourne à Bourges, je me suis soignée, ça se passe bien. J'avoue que j'avais pas forcément, je le dis maintenant, mais je le disais pas à l'époque, j'avais pas forcément la tête au basket. Moi, j'étais amoureuse, j'étais en couple, sauf que mon copain à l'époque, c'était un basketteur qui jouait à 300, 400 kilomètres. Donc, En le France, week-end, après d'accord. les matchs, oui, en France, et je me prenais ma petite voiture et je me tapais des bornes le week-end pour aller le retrouver. Ou des fois il venait, ou des fois c'était toujours sur la route. Et en fait, j'étais vraiment dans mon truc. Le basket ça allait, mais bon, voilà. C'était pas la priorité. C'est pas bien, non. Ouais, j'étais amoureuse Les femmes et et ça m'a l'amour, hein. C'est fatiguée. incroyable, hein, comment. Ouais, non, Parce que un homme le ferait pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas cette impression qu'un homme ferait le choix d'une femme plutôt que sa carrière, alors qu'une femme, pour elle, c'est presque logique. On se pose pas la question en fait. Quand on est amoureuse, mais c'est c'est la pareil. carrière Mais après. En on fait. est éduqué comme ça. Le prince charmant, Dans le mode. Bah oui. Donc moi, Disney. à fond dans mon truc. Sauf que ben, quand tu tapes des kilomètres comme ça tous les week-ends, en plus des déplacements, en plus de l'entraînement, bah, t'es fatigué. Et ben ça n'a pas raté. 6 mois après. Le 1er janvier, encore une fois, entraînement, je me pète l'autre croisé. Bon, décidément, reste dans ton lit le 1er janvier. Hein. Je t'invite pas moi au 1er janvier. Hein. C'est jamais. Oui, mais je jouerai pas à ce moment-là. Tu vois, donc là, c'est catastrophe. C'est-à-dire que je me pète le croisé. Et là, je me dis, mais comment je vais faire pour aller le voir? Je me dis même pas mon genou, mon Dieu, ma carrière. Je me dis, mon Dieu, comment je vais faire pour aller le voir? Donc c'est compliqué. Pareil, opération, rééducation. Et là, je me dis, tu sais quoi, le basket, ce que j'avais dit la première fois, si je me pète le deuxième, ou si je me le refais une deuxième fois, j'arrête le basket. Ça ne vaut pas le coup de se faire mal comme ça. Et Mais donc, je me est-ce pète le que au moins croisé. lui valait le coup? Est-ce qu'au moins lui, il a été présent quand tu t'es blessé? Est-ce qu'il valait le coup avec le recul? Avec le recul, hein. À chaud, bien sûr qu'il valait le coup. Mais aujourd'hui.
Va-t-il écouter ce podcast? Lui, il était pris dans sa carrière aussi. Donc, il a fait comme il a pu. Mais je pense que, comme tu as dit, une femme, c'est prêt à donner, à sacrifier beaucoup plus. Et voilà. Donc, moi, je me suis juste dit, à la fin, en revenant de rééducation, je me suis dit, bon, pour pas avoir de regrets, parce que de toute façon, le basket, là, c'est fini, je vais aller faire un tour en Espagne. Je vais faire une pige pour remplacer une fille en Espagne. Et en fait, la fille qui m'avait, en tout cas contre qui j'avais joué en Espagne il y a quelques années et qui avait été mon hôte en fac et qui avait été donc ma coéquipière pendant 2 ans, son club m'a contacté parce qu'elle jouait dans un club et ils avaient eu un accident de bus et elle avait été blessée. Ouch. Et elle a arrêté sa carrière, elle pouvait plus jouer après ça. Et du coup, on m'a appelé pour la remplacer elle. Tu vois, il y a pas de hasard, mais tu te dis, mais c'est incroyable. C'est fou, hein. Donc, Ouais, je c'est me fou. retrouve dans son club. Je vais pour une pige d'1 mois en décembre. Et en fait, je reste 4 ans. Parce que eux, ils veulent me garder. Nouveau système. Je me dis, ouais, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de profiter. Et puis la vie en Espagne, elle est sympa aussi. C'est encore une Ouais, autre c'est vie, la différent. vie. C'était Ah quoi? C'était à ouais, c'est Madrid? différent. C'était où? À Madrid, il me semble. Alors, non, j'étais à Léon. C'est la capitale de la Castille. Ok. Et après, j'ai fait 2 ans à Léon et j'ai fait 2 ans dans une ville qui s'appelle Villa Garcia de Arosa, qui est au-dessus du Portugal. C'est la Bretagne de l'Espagne. C'est que peu voir. J'étais au bord de mer avec la pluie tout le temps. Mais ce qui était bien, donc on faisait pas mal de déplacements en Coupe d'Europe. Mais ce qui était bien, c'est que le week-end, j'étais fêtarde. Hein. Le week-end, j'allais beaucoup à Madrid ou à Barcelone pour faire la fête. Et Dis beaucoup, j'étais. beaucoup, beaucoup à Madrid. C'est fini? Maintenant, je suis. Ah oui, non, maintenant, moi, je suis casanière. Moi, je suis mamie. Les gens m'appellent mamie. Moi, à 21h, j'ai sommeil. Hier soir, hier soir, j'ai été voir un spectacle de Bobby, un humoriste martiniquais que tout le monde adore. Mais meuf, à 22h, j'étais en train de dormir. Je Qui fais, est putain, dîné? réveille-toi, il faut. Non, mais c'est abusé. C'est chaud, hein. Mais voilà. Et Donc, bien finalement, tu retournes en France après ces 4 ans en Espagne. Et là, à un moment donné, tu te poses la question de ça y est, c'est fini. Ah non, tu vas à Nantes, il me semble. en fait, quand je rentre d'Espagne, je me dis, bon, meuf, c'est bon, t'as fait la fête suffisamment. Il faut penser à la reconversion. Donc, je rentre à Nantes, parce que j'ai une copine franco-espagnole d'ailleurs, qui joue là-bas, qui me dit, vas-y, viens, tu vas voir, c'est bien, le club, il est bien, les infrastructures, elles sont... Ok, je signe à Nantes. Je crois que je signe à Nantes 2 ans. Et là, je fais un premier bilan de reconversion. Enfin, un bilan de compétences pour ma reconversion. Sauf que la boîte qui fait ça, en effet, elle fait des bilans de compétences, sauf qu'elle les fait pour les personnes lambda. Donc, je sors de Ah oui. là encore plus à l'ouest que quand j'étais rentrée. Je sais pas trop ce que je veux faire. Je me dis, bon, vas-y, c'est bon. Et là, tu te remets dans ton basket, tes entraînements. En fait, t'es comme ça et tu vois pas à long terme. Tu vois, quand tu me parlais de reconversion, mais au début, sur les études, j'avais mes parents qui me mettaient la pression. Il faut que tu aies tes diplômes, il faut que tu aies tes diplômes. Donc, je m'étais dit, bon, faut que j'ai mes diplômes. Et moi, dans ma tête, je pensais, voilà, travailler dans un club, sur du management. Mais je m'étais pas vraiment projetée. Et du coup, je fais ma petite période en Espagne, je fais la fête. Je me dis, il faut quand même penser, la trentaine arrive, faut être sérieuse, faut trouver quelque chose. Le basket, ça va pas durer, blablabla, blablabla. Mais tu sais pas, hein, parce que jusque-là, j'ai toujours été dans ma bulle. T'es sportif, professionnel en tout cas. C'est vrai que les sports comme la thé, c'est peut-être un petit peu différent, mais t'as une espèce de bulle. Ça veut dire, t'as un problème avec ta voiture, t'appelles, t'as un problème de chauffage, tu veux une IRM, l'IRM tu l'as demain ou allez dans 2 jours max. T'as besoin d'une ordonnance, t'appelles le médecin, tu dis bon, j'ai besoin de ça, le mec te fait ton ordonnance. T'es assisté, t'es assisté. Moi j'étais une assistée, donc oui j'avais des responsabilités, je savais faire plein de trucs. Tu me de... mes 40 systèmes, je les connais dans ma tête. Je connais la place de tout le monde, je sais. Je suis bonne dans certaines choses. Peut-être traductrice, enfin, interprète, parce que du coup, je faisais l'interprète pour les américaines ou
Et quand j'étais en Espagne, je faisais la traduction espagnol-anglais. Tu vois, donc, payer une facture de chauffage, s'il te plaît. J'ai fait ça. Non, mais tu rigoles, mais j'ai fait ça quand j'ai joué à Lyon. Parce que j'ai dit, non, mais votre appartement, je l'aime pas, donnez-moi les sous, j'ai trouvé mon appartement. Mais j'avais jamais payé une facture de chauffage de ma vie. Sauf que quand tu viens chez moi, c'est tropical. Tu viens chez moi, tu transpires l'hiver. Les gens, ils venaient en short. Mais oui. Sauf que quand j'ai eu ma première facture, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je savais. Électricité, gaz, j'avais jamais payé de facture de ce type de facture de ma vie. Tu vois? Donc quand je dis assister, t'es assisté. Donc pour revenir à Nantes, je fais mon premier bilan de compétences, je sais pas, je me remets dans mon basket. Et puis en fait après Nantes, ma dernière année ça se passe super bien. Je fais le taf, mais en fait ils me gardent pas. Et là tu fais mais t'as tout donné pour ce club-là. Et les mecs, elle est où la loyauté? Ouais, il y a un sentiment mais en fait c'est d'injustice. là que tu comprends. Ouais. Et là tu comprends mais ouais, en fait t'es pas indispensable. Je suis qu'un pion. Personne n'est indispensable. Ouais, t'es qu'un pion. Et donc, je garde ce goût amer. Et en fait, je signe à Lyon. Je signe à Lyon. Je crois que j'ai signé. Je suis restée 3 ans à Lyon. Ouais, je suis restée 3 ans à Lyon. Et en fait, j'arrive dans une nouvelle ville. Ça se passe bien. Encore pour une histoire de mec, à un moment, je me prends la tête avec mon mec de l'époque. Non, mais moi, je me prends la tête avec les mecs de l'époque. Et je trouve, là, je prends des décisions. Et j'avais rencontré à l'époque, j'avais revu à l'époque une joueuse qui s'appelle Sabrina Pali, qui avait été elle aussi une pionnière, qui avait joué en WNBA, qui avait fait c'était une super joueuse, qui était en équipe de France et tout. Et elle me dit, Leslie, il faut absolument que tu contactes le syndicat national des basketteurs, le SNB, parce que la reconversion, ça se prépare, ils m'ont accompagné, ils m'ont aidé et tout. Et à l'époque, elle m'a dit ça, je fais ouais, bon, vas-y. Et en fait, après la prise de tête avec mon mec de l'époque, je fais vas-y, c'est bon, j'appelle, c'est bon, les mecs, ils vont pas me faire chier. J'appelle. Et en fait, mon Dieu, merci. Là, je commence un vrai bilan de compétences adapté aux sportifs de haut niveau. Et je me fais accompagner par des personnes qui aujourd'hui sont des amis, mais vraiment, qui m'ont pris sous leur aile à l'époque, parce que j'étais une cassos. Hein. C'est-à-dire que non mais je Entre dis la sale gosse et la cassos. Oui voilà, j'étais sale gosse. Après, une belle image de Leslie Ardon. Non mais en fait, t'es dans ton truc, mais ça reste superficiel. Ça peut rester superficiel parce que tu es à la recherche de toi-même, mais en fait, toi, tu t'identifies à ton sport, tu es ton sport. Mais ce n'est que maintenant, avec le recul, que je sais que je suis plus que ça, en fait. Clairement. Je ne suis pas mon sport. Je fais du sport. Mais comme à l'époque, je cherchais à valider ma présence dans ce milieu, en tout cas, être acceptée. Donc, j'étais prête à faire tout ce qu'on me demandait. Et c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai pas réfléchi au du pourquoi, du comment, ou à ce que je voulais vraiment. Moi, j'aimais bien, le cadre me plaisait bien, j'étais entourée, encadrée, j'étais dans ma bulle. J'ai eu une vie, cette vie-là en tout cas a été assez agréable. Voilà, financièrement ça se passe bien, t'as des avantages en nature, t'as ta petite voiture, t'as ta petite Audi. Que demande le peuple en fait? Tu vis, tu fais la fête, tu fais pas. Il y a des gens qui travaillent, qui ont un boulot ingrat et qui gagnent pas tout ce que tu gagnes en fait. Donc tu te poses pas les questions. Sauf que l'âge monte, tu sais que ça va pas durer et tu sais pas ce que tu veux faire. Parce que pendant 10-15 ans, t'as couru après un ballon. Tu vas pas pouvoir courir après un ballon en Martinique, en fait. Ça va pas être un métier, on va pas te payer pour ça. Donc, il faut réfléchir à ce que tu veux faire et tu n'en as aucune idée. Et c'est là que ces mecs-là, enfin, Mode, coucou Mode et Jeff m'ont accompagné. Et très bienveillant, mais par contre pas trop. Pas en mode, oui, chouchou, ça va aller, on comprend. Eux, ils sont pas là-dedans. Hein. En fait, tu vas sortir le balai de là où tu l'as mis et on va y aller. Parce que les compétences, tu les as. T'as peut-être pas confiance en toi parce que tu les as pas mises en place dans la vie de tous les jours. Tu les utilises pas dans la vie de tous les jours, tu les utilises sur un terrain. Mais les compétences, tu les as en fait. Tu vois. Et eux,
quand même, je pense qu'ils m'ont quand même ménagé, tu vois. Je vais pas mentir, parce qu'ils m'aimaient bien. J'étais cassos, mais pas tant que ça, tu vois. J'avais mes diplômes, ils me disaient, Cassos il faut moyen. que, ouais, voilà, cassos Sur l'échelle moyen, du j'ai quand même des cassos diplômes, moyen. voilà. Gentil, voilà, tu me dis, il faut que tu passes tel diplôme, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses valider ça. J'ai fait. Mais quand on me donnait les trucs, je dis, mais mon Dieu, mais je sais pas comment on remplit ça, je sais pas ce que ça veut dire. Tu vois, et t'es perdu parce que t'as pas eu cet accompagnement-là. Maintenant, cet accompagnement, on le retrouve, c'est devenu normal. Mais à l'époque, ça l'était pas. Donc, Et encore une fois, encore, on peut pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est pas si c'est normal ça, que ça. Tu as parlé plusieurs fois c'est de ça. rencontres. Est-ce que tu peux dire que ta vie a été faite de rencontres? Parce que tu rencontres donc Mode et je sais plus le prénom, qui te Jeff, permettent donc Jeff, qui te permettent donc de passer professionnellement à la vie suivante, mais tu rencontres aussi une fille qui te dit, mais écoute, continue à jouer parce que tu verras que la transition, elle est pas si facile que ça, et du coup, tu joues à Colomiers. ouh, waouh, ouais. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais encore à Lyon quand j'ai commencé comment ça s'appelle, mon bilan de compétences. Quand j'ai repris des cours, en fait, on a vraiment travaillé sur un projet de reconversion. Et je tiens à dire que le projet de reconversion de l'époque n'est pas ce que je fais maintenant. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que C'est-à-dire que tu savais ce que tu voulais faire. Ça y est, t'avais compris ce que tu voulais faire, ou tu faisais juste un bilan et on se dit, bon, on verra bien. non, non, c'est bilan, mais vraiment réfléchir à ce que je veux faire, comment je veux le faire, mise en place du projet, et donc en fonction de qu'on avait produit, c'était mettre en place les moyens pour arriver à cet objectif. Donc moi, je savais que je voulais rentrer en Martinique. Il fallait que je trouve une activité que je puisse mettre en place en Martinique. Et initialement, moi, je m'étais dit, ok, ça, j'aime pas ça, ça, je vais faire. En fait, ce qui était dur, c'est de décider trouver son ikigai. Parce qu'il y avait des choses que je savais faire, il y avait des choses que j'aimais faire, et il y a Pour des ceux qui choses savent pas ce que pour c'est lesquelles l'ikigai, tu peux définir? l'ikigai, c'est un concept japonais où il y a trois cercles qui euh, qui Qui se se chevauchent. chevauchent, et en fait, voilà, il y a vraiment ce que tu sais faire, il y a ce que tu aimes faire, il y a ce pourquoi tu peux être payé, et en fait, l'idéal, c'est d'être au milieu des trois. Et j'avais vraiment pas d'idée, mais au final, je me suis dit, moi, j'ai toujours voulu mettre en avant les Antilles, la Martinique précisément, par rapport au sport. Donc, je me suis dit, pourquoi pas organiser en tout cas, pouvoir accueillir des équipes chez nous, des équipes sportives, quel que soit le niveau, quelles que soient les disciplines, dans des stages, des mises au vert, et permettre aux jeunes qui soient sur place de venir voir les entraînements, parler avec les entraîneurs, parler avec les sportifs, créer des passerelles, faire un petit peu du tourisme sportif, tu vois. Et c'est là que tu as Euh, créé Sport Indies, voilà, enfin ça c'est quand je suis l'agence rentrée. événementielle Avant sportive. ça, c'est ça. Mais avant ça, il fallait d'abord que j'ai un diplôme. Et initialement, moi ce que je voulais, c'était faire une agence de voyage réceptive, tu vois. Donc Je quand je connais suis même allée pas. à Une Coulommiers, agence de voyage réceptive. Alors là, il faut oui, que ça tu veut dire que m'expliques. tu accueilles du monde. D'accord. Pas que tu envoies les gens, tu les accueilles. Donc, agence de voyage, donc diplôme. C'est pour ça que je suis allée à Toulouse. Et donc après, j'ai joué à Coulommiers. Et en fait, ce qui se passe à Lyon, je passe des diplômes, je valide des trucs, je fais des certificats, je continue mon petit basket. Et en fait, il y a le décès de ma grand-mère qui là J'allais y c'est ma venir. grand-mère, c'est ma vie en fait. J'allais y C'est venir. ça qui fait le déclic. Parce que jusque-là, je vivais ma vie comme ça, hein. Et là, je me dis, mais meuf, en fait, t'as pas envie de finir à 50 ans encore en train d'être sur un terrain à te traîner. Ouais, t'es en train de préparer un projet, mais il faut vraiment que t'y ailles, en fait. Et là, Qu'est-ce que t'as ça plus rien. change dans ta vie, le décès de ta grand-mère? Puisque on rappelle, hein, c'est elle qui t'a élevé, hein. C'est quand tu parlais de tes parents qui te disaient le diplôme, les parents qui reviennent régulièrement dans le podcast, tu parlais de ta grand-mère notamment. Ouais. Ça change tout. Parce que ma grand-mère, c'était on dit my rock. C'était mon tout, en fait. C'est elle enfin, je vais pas dire c'est elle qui tenait la famille, mais ma mamie, quoi. C'est toute ma vie. Et là, à ce moment-là, je m'en veux parce que j'ai pas passé de temps avec elle, que je me dis, putain, t'es allé jouer et tout, t'as vécu ta vie Pepsi, mais tu la voyais que pendant l'été.
quand Elle tu venait pas rentrais. te voir ni aux États-Unis ni en France. Elle Ma voyageait pas. grand-mère ne m'a jamais vu jouer au basket. Incroyable. Elle n'aimait pas ça. Pour elle, j'aurais jamais dû jouer au basket. Si à l'époque je m'étais blessée, j'avais dit, je me suis pété un ongle. Ah non, ma fille, tu rentres, le basket, c'est pas un métier. Ma grand-mère, non, je pouvais pas. Tu vois, et je C'était m'en un suis sujet de voulu. tension ou pas du tout entre vous? Parce que finalement, tu me dis que pour elle, c'était pas un métier, qu'elle voulait pas que tu fasses du basket, C'était mais pas un sujet de tension. C'était pas un c'était pas sujet un de sujet de tension. discussion non plus, finalement. Non, 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 pas du tout. Mais je m'en suis beaucoup voulu parce que je me suis dit, mais en fait, t'as pas passé la personne qui t'aimait le plus et que tu aimais sans doute le plus, t'as pas passé de temps avec. T'as fait ton basket. Donc là, c'était vraiment focus. Je rentre chez moi. C'est bon. 20 ans en France, là, ça va. Je vais ailleurs. Je rentre chez moi. Je vais profiter de ma famille. Les pauvres que je vois toujours pas. Je pense que je les vois plus quand je suis en vacances, quand j'étais en vacances que maintenant. Mais je me dis, non, c'est bon. On va focuser sur le diplôme. On va rentrer. C'est bon. J'ai plus rien à faire. J'ai rien mis en France. C'est bon. Je vais rentrer chez moi. Donc, je fais mon diplôme. Je vais jouer à Coulommiers. Donc, la première année, je suis à Toulouse. Pour faire la transition. Et ensuite, je signe à Colomiers. Colomiers, c'est à côté de Toulouse. Donc, je vivais toujours à Toulouse. Et je faisais les cours la journée. Et le soir, je m'entraînais à Colomiers, peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Tu vois, tu descends de niveau. Mais ça me permettait de garder le lien avec le basket. Parce que je voulais pas tout mettre de côté du jour à l'autre, d'un jour à l'autre. C'est bien parce que la transition s'effectue. Mais Jeff et Maud vont pas être contents quand ils vont entendre ça, mais la petite mort, j'ai bien vécu là. Parce que le dimanche j'étais dans mon lit, je regardais le plafond et je dis putain, mais comment je vais faire? Parce que tu sors de 20 ans où t'as fait du basket, où t'étais sur les feux de la rampe, sous les feux de la rampe, où t'avais des avantages, tu étais quelqu'un. Tu étais basketteur ou tu étais Tu étais basketteuse. quelqu'un. C'était ton Et identité, tu l'as dit tout à l'heure. Tu étais c'est ça, le basket était toi, vous ne faisiez qu'un. C'est c'est ça. ça. Et là, je me retrouve, je vais aller, je me rends compte il y a une vie avant 9 heures le matin. Les siestes, c'est fini, parce que j'ai cours l'après-midi. Euh, j'ai fait un stage cette année-là. C'est mon premier stage en entreprise. Premier véritable stage en entreprise. Ça va faire rire tout le monde, mais moi, c'est ce qui m'avait marqué. À l'époque, quand j'étais en fac, tu sais, tu utilisais le liquid paper, là, le blanco, là. C'était avec pinceau, ce truc-là. Ouais, Tu ouais, le arrivais, blanc. c'est en rouleau machin, en bande. Je dis, mais Ouais. c'est quoi? C'est fantastique. Mais j'étais excitée comme une puce. J'étais stagiaire, s'il te plaît. J'étais excitée. C'est trop bien, machin, bureau. Parce que j'avais Une vie jamais de vu ça. grande, quoi. Et en fait, tu te dis, mais comment, mais quand t'es dans ton lit le dimanche, tu te dis, putain, comment je vais faire? Comment je vais faire? Je sais pas du tout ce qui arrive. Il n'y a pas de cadre. C'est moi lâchée toute seule alors que toute ma vie, j'ai eu un cadre, des entraîneurs, une structure, ton truc, il est programmé. Et là, je vais pas dire en dépression, mais j'étais pas bien. C'était quoi Et le en plus fait, tu dur dois faire cette face. période? C'était quoi le plus compliqué à gérer? C'était quoi le plus compliqué à ressentir? C'était quoi? Ben, la peur de l'après. La peur de l'après, de ce que tu sais pas, ce qui vient, tu sais pas comment ça va se passer. Et surtout, tu es programmé pour toujours exceller. Sauf que si t'as pas les codes, si tu sais pas comment fonctionne le système, même si c'est chez toi, hein, parce que là, j'étais encore en transition en France. Donc j'allais voir des matchs à Toulouse, les gens te voient, ah, alors comment tu vas, machin, mais en fait, les gens t'oublient. Si t'as pas travaillé sur ça, ce que je n'ai pas fait, bien évidemment, comme la bonne petite cigale que j'étais, et non pas la fourmi à l'époque, t'as pas préparé. Moi, quand je suis arrivée à Lyon, j'ai joué avec une fille qui s'appelle Audrey Sauret, qui a Mhm. été en équipe de France, qui est un nom du basket français, qui maintenant est general manager, je crois, à Pau Orthez, de l'équipe de Pau, tiens, d'ailleurs. La meuf, je la regardais, je fais putain. Je me rappelle, j'étais avec une coéquipière, une très bonne amie, on se disait, mais elle a tout compris. Nous, on est des gamines. Tout ce qui était lobbying, elle maîtrisait, elle était bonne, elle était excellente, elle savait ce qu'elle voulait, mais elle avait été élevée, éduquée dans un milieu de sport, de basketteur. Son père était entraîneur, son frère était joueur. Elle a fait la WNBA, équipe de France. Elle a tout fait. Elle a joué en Russie. Et là, tu la regardes, tu fais, ah ouais, en fait, à chaque fois qu'il y avait des VIP avec les partenaires,
au lieu de me barrer rapidement, faire coucou et me barrer, j'aurais dû passer du temps avec les partenaires. Ça, je l'ai pas compris. Et faire un réseau. ça, je savais pas. Personne m'a dit. Je savais pas. Je l'ai compris que très tard dans ma carrière. Et tu vois, quand je suis arrivée à Coulommiers, ben, les gens me connaissaient. Mais ça a commencé à baisser, à baisser, à baisser. Et après, quand je suis rentrée en Martinique, avec mon diplôme, t'arrives et tu te dis, mais de toute façon, je suis rentrée tous les ans en Martinique, voilà, je connais, machin. Eh ben non. Eh ben non. Parce que je rentrais en vacances, je disais pas forcément salut, c'est moi, et tout le monde me connaissait en tant que basketteuse. Donc, j'arrive, déjà, je fais le tour pour mon agence de voyage. Ce qui se passe, c'est que les agences locales me font bien comprendre que je pourrais travailler pour elles, mais qu'elles me laisseront pas m'implanter. Donc, je fais virement à 180 degrés, 300, bref. Et je dis, bon, ben, je vais créer une agence événementielle. Comme ça va être complémentaire, je peux travailler avec tout le monde, j'emmerde personne et personne me fait chier. Tu vois? Donc, j'intègre Technopole Martinique, qui est une pépinière d'entreprise innovante. Parce que initialement, je voulais le faire toute seule, mais encore une fois, j'ai explosé en plein vol. Tu peux pas réussir tout seul, surtout si t'as pas les codes. Donc, je me suis rapprochée d'eux. Et puis tu as créé des compétences qui sont évidemment transférables, mais sur le coup, il faut pouvoir les transférer. Il faut avoir la bonne manière de les transférer. Même si tu les as intrinsèquement, c'est pas toujours pas toujours facile de les mettre en place. C'est ça. Et surtout, je suis pas entrepreneur à la base. J'ai peut-être l'esprit entrepreneurial, mais j'ai pas les codes. Oui, j'ai pris des cours, je sais certaines choses, mais déjà, du coup, je vais plus sur une agence de voyage, je vais sur une boîte événementielle. Donc, je suis carrément en autodidacte. Moi, dans ma tête, j'ai des idées, j'ai des concepts, j'ai vu plein de choses partout dans le monde. Je me dis, super, on va pouvoir faire des choses en Martinique. Et là, je commence à bosser avec les ligues. Donc, la ligue de foot, la ligue de hand, la ligue de volley, la ligue de basket. Mais ce que je veux mettre en place, il n'y a pas forcément les moyens. Tu vois, on n'a pas les ressources financières ici pour mettre les mêmes choses en place en France ou ailleurs. Donc ça marche, mais c'est sporadique. Tu vois, c'est des one shots sur des finales de championnat, des petites choses comme ça. Mais c'est pas toute l'année. Après, à un moment, j'ai bossé aussi, j'ai fait des événements avec Decathlon. Sauf que pareil, ça reste une île, c'est tout petit. Donc les événements, tu vas pas en faire tous les mois. Tu vois? Donc j'ai changé mon fusil d'épaule. Financièrement, ça se passait comment ton retour? Parce que il y a l'envie de revenir en Martinique, mais il y a aussi la manière dont tu imaginais ton retour en Martinique. Est-ce qu'il y a eu quel gap? Je te vois déjà sourire. Quel gap y a-t-il eu entre ta vie rêvée et ta vie réelle? Bah, je sais même pas si j'avais une vie rêvée. Je me disais juste, faut que je sais que je rentre, mais je sais pas à quoi m'attendre. Donc, je suis rentrée. Après 20 ans de vie en indépendante, je suis rentrée chez mes parents. Alors, chez mes parents, chez mon oncle et ma tante. Tu vois, mon oncle, c'est lui qui m'a dit d'aller faire du basket. Merci, tonton. C'est super, parce qu'ils me disent, non, mais ton argent, il faut que tu le gardes, tu es à la maison, tu es chez toi. Et c'est vrai, j'étais chez moi. Mais pendant 20 ans, j'ai vécu toute seule. Donc si j'ai envie de me promener à poil et manger des céréales toute la journée, j'ai envie de le faire et j'ai pas envie qu'on me regarde en mode mais qu'est-ce qu'elle fait, tu vois? Puis je le ferai pas toute nue devant mes parents, tu vois? Mais j'ai très mal vécu le fait de rentrer chez mes parents. Moi, je voulais être toute seule, tu vois, et ça a été compliqué. Et je pense qu'il y avait des tensions par rapport à ça, qu'ils le ressentaient. Pas que j'étais désagréable, mais bon, j'aurais pu être plus douce. On va dire ça comme ça. Tu parlais de cigale et de la fourmi. On a compris la référence sur, en tout cas, l'énergie que tu passais en tant que cigale. J'ai une autre question. Est-ce que financièrement aussi, tu étais une cigale? Ou est-ce que tu as été un petit peu fourmi sur enfin, pour parler plus concrètement, est-ce que tu as réussi à mettre de côté un peu durant ta carrière pour légèrement, j'ai mis un peu, mais pas tant que ça. J'ai mis un peu, pas tant que ça, parce que faut pas non plus rêver. Hein. Le basket féminin, c'est pas le foot masculin. Voilà, j'ai peut-être pas fait des bons placements non plus. Pour ne pas aller plus loin. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais quand tu regardes aujourd'hui les salaires moyens d'une basketteuse en ligue féminine, ça équivaut au salaire d'un joueur de Pro B. Et après, tu as des filles en fonction de si tu es en équipe de France, de tes stats et tout ça
ça peut monter haut aussi, tu vois. Ouais, on en Mais connaît. ça sera, Des filles qui voilà, rentrent des bons revenus annuellement, voilà, nous voilà. dirons. Mhm. Voilà. Mais j'avais mis des sous de côté, mais pas tant que ça. Après, quand je suis rentrée, je vivais encore sur mes acédiques. Donc, j'ai pu voir venir pendant un moment. J'avais pas de problème financier, tu vois. Mais tu vis chez tes parents. Donc, moi, j'étais obsédée par le fait de partir. Je suis rentrée en juillet 2015. Je crois qu'en avril, non. Alors, à l'époque, j'étais en couple. Donc, je squattais un petit peu chez mon compagnon de l'époque. En juillet, j'ai trouvé un nouvel appartement. Donc, on a emménagé ensemble. Et voilà, je suis partie. Donc, un an après, j'étais partie de chez moi définitivement. Donc, j'étais contente parce que j'étais plus chez mes parents. Tu vois, j'ai pas envie de dépendre de quelqu'un. Ça, c'était dans ma tête, indépendante, indépendante, indépendante. Et donc là, ça m'a soulagée quelque part. Eux, je pense qu'ils étaient contents parce qu'ils se disent c'est bien, elle va se caser, elle va se poser, on va enfin avoir des enfants qui vont commencer à courir à droite à gauche, ce qui n'est toujours pas le cas. Hein. Justement, tu me tends la perche, j'aime bien. On va dire ton âge, hein, 44 ans. Ton anniversaire, c'est en juin, donc il y a un petit peu de marge avant le chiffre 5 qui s'affiche à 45. C'est ça. Tu en es où dans ce projet de maternité? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait envie? Est-ce que c'est quelque chose, tu as toujours su que tu avais pas envie d'être maman? Ou est-ce que, où tu en es dans cette Alors pensée? moi, j'ai toujours voulu avoir une famille. Ça, c'est ce que je voulais quand j'étais toute petite, avoir ma famille. Puisque au final, ce qui s'est passé, c'est que ce sont mes grands-parents qui m'ont élevée, c'est pas ma mère ni mon père. Euh, pour des raisons qui leur sont propres. Mais mon rêve, c'était d'avoir ma famille. Et en fait, j'ai fait des choix par rapport au basket. Il y a des filles qui, à l'époque, ont fait le choix d'avoir des enfants. Mais l'organisation que ça demandait, avoir une nounou en permanence, parce que du coup, moi, j'avais pas mes parents, enfin, ma grand-mère, elle m'aurait pas suivi avec un bébé, quoi. Enfin, Hmm. c'était pas envisageable. Et puis, je voulais pas mettre de côté ma carrière. Est-ce que Après tu le, penses qu'il y a eu un impact du fait avoir été éduqué par ta grand-mère? Est-ce que tu penses que est-ce qu'il y a des rancœurs par rapport à tes parents? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en discuter? Est-ce que tu as compris leurs raisons? Tu n'es pas obligé de les dévoiler, mais est-ce que déjà, ne Non, serait-ce mais alors, que deux? ce sont des histoires assez compliquées parce qu'il y a de l'adoption là-dedans. Je pense que ma mère a reproduit ce qui lui était arrivé. Elle m'a abandonnée, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai pris le recul. J'ai eu la chance d'être dans un foyer aimant qui m'a apporté Ce tout dont tu avais l'amour qu'ils besoin. pouvaient avec les outils qu'ils avaient. Ils ont Mm. fait comme ils ont pu, malgré le décalage des générations. Euh, Malheureusement, quand tu es jeune, tu vois pas forcément les choses. Donc j'ai accueilli cet amour, peut-être pas comme j'aurais dû. En tout cas, aujourd'hui, avec le recul, je m'en suis beaucoup voulu parce que l'amour que Mais je toi cherchais aussi, chez tu as ma fait mère, comme tu as pu, finalement. c'est ça, Tu c'est parlais de ça, ta grand-mère qui a fait comme elle a pu avec ce qu'elle avait. Toi aussi, hein, tu as les armes tu as les armes que tu as à ce moment-là, elles évoluent et tu as fait comme tu as pu pour survivre. Parce que c'est c'est ça, une vraie question, c'est survivre. ça, c'est ça. Mais du coup, enfin, je pense qu'à vers mes 30 ans, euh, j'ai commencé à travailler beaucoup sur moi-même, à rechercher, à lire, à écouter des podcasts, enfin, chercher des infos, comprendre pourquoi ça allait pas. Et j'ai fait un vrai travail sur moi-même que je continue encore actuellement. Hein. Euh, je chemine aujourd'hui pour comprendre mon histoire, comprendre quel impact ça a pu avoir sur moi, pourquoi je suis comme je suis aujourd'hui. Et il y a des choses qui se débloquent. Et je me dis putain, bientôt 45 ans, c'est toujours pas débloqué, ça peut aller jusqu'à la fin, tu vois. Mais j'ai beaucoup évolué là-dessus. Et en fait, quand par exemple j'écoutais le podcast encore de Maureen qui parlait de 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 de, de l'escrime qui l'aidait à combler ce manque, moi le basket c'est ça qui a validé ma présence parce que si ma mère m'a abandonnée, c'est que je le vaux pas en fait. Et comment je peux euh, faire accepter ma présence? Et en fait, euh, quand j'étais petite, j'étais asthmatique. Quand j'ai commencé à faire du basket et à avoir
pas dire reconnaissance, enfin, reconnaissance en Martinique, ouais, machin. J'étais plus, hein. Je suis plus asthmatique, tu vois. Et c'est con, mais tu réalises ces choses-là après. Quand tu as la connaissance, quand tu as les outils, quand tu as des gens qui t'ont accompagné, qui t'ont expliqué les choses. À l'époque, je comprenais pas ce que Tu t'es mon fait corps me accompagner? disait. Tu as eu recours à des psys durant ta Oui, carrière? Tu as eu recours à des ouais, j'ai thérapeutes? fait des, Est-ce que ouais, 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 après ta carrière, tu ouais. as fait appel aussi? Ouais. Oui, 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 oui. Et il n'y a pas de honte à se faire aider, en fait. Au contraire. Parce que si tu sais pas comment Alors, c'est ça le paradoxe du sportif. Parce que on te dit, tu es fort, tu dois être fort, tu dois être ceci, tu dois être cela, tu es un battant, tu dois montrer poker face, tu dois rien laisser paraître, tu dois toujours y aller. Mais en fait, non. Le but, c'est pas de se battre, c'est de comprendre ton environnement et pouvoir être en harmonie, en fait. Mm. Donc moi, pendant très longtemps, on m'a conditionné. Je me suis conditionné pour survivre parce qu'il y avait un manque. Le basket a rempli ce gap d'une certaine façon, m'a permis d'exister, en tout cas de valider mon existence. Et après, bah, quand on me l'a enlevé, waouh, qu'est-ce que je vais être? Bah, si Donc t'étais tu rentres comblé, du en coup, c'est Martinique. vide. Du coup, là, tu te retrouves avec un Alors, vide. et encore, tu vois, tu dis, voilà, t'étais entre guillemets comblé. Ça remplissait un manque, un espace. Sauf C'est que, bien au au sens final, quand tu te littéral rends dont je compte, parlais. Comblé dans le sens où ça remplissait oui, un oui, vide, oui, pas comblé émotionnellement parlant. c'est ça. Parce que du coup, tu fais quelque chose, mais tu te rends compte que c'est pas si épanouissant que ça. Non. C'était certes, j'ai jamais dit que le basket c'était ma passion. Tout le monde dit, ouais, c'est ta passion. Tu dis, ouais, ouais. Non, c'est pas ma passion. J'aime ça. J'adore le basket. C'est pas ma passion. Ça a été un outil pour moi pour exister. Ah ouais, tout à Ça l'heure, m'a tu disais que tu étais permis, un chien-boule. Tu arrives à dire une différence entre chien-boule et le fait d'être passionné. Pour toi, c'est différent. ouais, C'est quoi la ouais. Parce différence? que j'étais passionnée. J'avais envie de jouer. J'avais envie de, par le ballon et le fait de jouer. Mais après, au fil du temps, quand tu rentres dans des dispositifs, dans des systèmes, là, c'est plus de la passion. Enfin, tu aimes ça. Enfin, moi, j'aimais ça, mais je serais pas mort pour ça. Moi, à aucun moment dans ma vie, je me suis dit, putain, j'ai trop envie d'être en équipe de France. Ah Moi, ouais? j'aimais ça. J'aimais le sport, j'aimais la discipline, j'aimais, j'aimais le contact des gens, mais je me suis jamais dit, rappelle-toi, j'étais amoureux, j'étais dans mes trucs. Ah, j'aime trop le basket. C'est bien, je vais aller jouer, je vais m'éclater. Mais j'étais pas en mode, je veux tout déchirer sur le terrain. Mais mon but ultime n'a jamais été d'être la meilleure en équipe de France. Parce que, et ça, c'est important, au début, quand je suis partie de Martinique, on m'a dit, non, mais, tu n'y arriveras pas. Et en fait, petit esprit, petit pays, petit esprit. Parce que j'ai jamais eu des gens, très très tôt, qui m'ont fait comprendre que je pouvais être ce que je voulais. Je suis arrivée, j'ai eu des opportunités. Alors, il n'y a pas de hasard, mais j'ai eu des opportunités que j'ai saisies sans vraiment savoir où j'allais. Parce que j'aimais bien. J'aime le basket. Allez, j'adore le basket. J'aime ça. Et Mais tu es capable de dire, être j'adore le passionné, basket, je j'aime connais. ça, mais c'est pas ta passion. C'est fou, ça. Non, c'est J'arrive pas à pas. saisir la différence. Je pense que je suis pas la seule. Je. Alors, j'imagine, ça peut être très confus pour plein de gens. Mais demain, je suis amoureuse. Le mec, il me dit, vas-y, on part de la Martinique, je pars. Passion. Ça me brûle, ça. Je Ah fais ouais. tout. Je ferai pas tout pour le basket. J'ai fait beaucoup de choses, mais je ferai Et, pas tout. ok, je commence à Si tu saisir la. donnes tout et t'es à fond, tu vois ce que je veux dire? Le basket, j'adorais ça. C'est un ballon, mais et c'est ça qui m'a sauvée. J'aurais vraiment pu très très mal tourner. Ici, j'aurais vraiment pu très mal tourner. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Et le basket m'a sauvée parce que à un moment, t'es adolescent, t'as des fréquentations qui sont pas forcément les meilleures et que tu veux appartenir à un groupe. Hmm. Je répète, j'étais adolescente, j'étais 1m80, toute maigre, qui ressemblait pas à grand chose. T'as les garçons qui tournent autour, beaucoup plus âgés. Tu es en Martinique, voilà, il y a des petites choses. Euh, et toi, tu veux faire partie du groupe, donc tu commences à fréquenter des cercles
qui sont peut-être pas les plus sains, sans pour autant faire comme eux. Mais tu traînes avec eux. Donc par association, les gens peuvent penser que tu es comme eux. Bien sûr. Même si ton mode de vie ou dans ta tête t'es droite, mais ça tu comprends pas quand t'es jeune. Et en fait, j'ai fait du basket et ça m'a tiré de là. Tu vois. Et je crache pas dessus. Je crache pas sur toutes les expériences que j'ai eues, les bonnes comme les mauvaises, parce que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de me forger un caractère, de forger mon esprit et d'être là où je suis. Mais le basket, ça n'a jamais été ma passion. Peut-être que et je pense que si avec des si on refait le monde, mais je saurais jamais si j'aurais pu être en équipe de France. Moi aujourd'hui, je suis sortie des radars. Je commence très tard. Je pars 4 ans aux États-Unis, donc on ne me voit pas. Je reviens en France, je me pète un croisé. Je pars 4 ans en Espagne, mais je reviens à la trentaine. Politiquement, les équipes elles sont faites. On va pas m'intégrer. Tu vois ce que je veux Ça fait dire? pas partie de tes regrets, même si je comprends dans ta manière de raisonner, hein, pourquoi par A plus B tu n'as pas atterri en équipe de France. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de tes regrets de carrière ou tu te dis bon c'est un fait, je m'en fous, ah j'aurais quand même voulu, il aurait fallu, peut-être que il y a un petit pourcentage qui pique ou pas? Alors, à un moment, quand tu joues, quand t'es encore joueuse, et tu te dis non mais peut-être que j'aurais bien aimé, par exemple, je suis allée voir les Jeux à Londres. Tu Ouais. vois, je me dis putain, t'as envie, tu te dis j'aurais bien aimé faire partie de ce groupe-là. Et en plus, il y a des filles avec qui t'as joué, que Qui tu sont? connais, qui sont sur le terrain, et tu te dis Fait. putain, je dis pas que j'ai leur niveau, je dis juste j'aurais aimé, peut-être, Hmm. ça C'est aurait beau ça. peut-être été bien. Mais est-ce qu'à l'époque j'étais prête à faire les sacrifices? Est-ce que physiquement j'étais capable? Tu sais, enfin, c'est beaucoup de choses. Et du coup, je peux pas revenir derrière et dire ouais, non, parce qu'aujourd'hui, j'estime que, et encore plus avec le recul, je suis autre chose qu'une basketteuse. Hmm. J'ai fait du basket, c'était pas Non, mais moi. ça change rien à ton histoire du fait de ne pas avoir été en équipe de France ni à ta valeur. C'est pas la question. C'est moi, on changera pas mon Ouais, ouais, histoire du ouais. fait de ne pas avoir fait les jeux comme toi. Enfin, j'étais en équipe de France, mais pas les jeux. Mais bordel, qu'est-ce que j'aurais donné pour être au jeu, quoi. Qu'est-ce que j'aurais donné pour Ouais. être au jeu. Donc, tu Ouais. vois, Mais en fait, tu remets pas tout en cause ton histoire ni ton identité, mais tu sens bien qu'il y a un truc que t'aurais pu vivre et que t'as pas vécu, quoi. ouais, mais en fait non. C'est-à-dire que ouais, des fois tu dis ah ouais peut-être, mais en fait non. Des fois je réalise même pas. Et puis j'ai toujours été tellement dans mes trucs et surtout après bah, quand je suis rentrée ici dans les projets que j'ai mis en place, tu essaies de retrouver cette adrénaline ou ce mode de fonctionnement où tu t'entraînes, match, résultat, ajustement, et en fait quand je suis rentrée avec ma boîte d'événementiel, mais j'étais là-dedans. Ok, bah c'est reparti. Parce que ma boîte, c'était devenu moi. Et là, encore une fois, Et on est c'est ce que reparti j'allais sur te un dire. truc. J'allais te dire, j'ai l'impression que tu reproduis le même schéma. Parce que moi, je t'ai C'est ce vu que j'ai fait. fonctionner. Je suis plus en Martinique depuis quelques mois, mais on s'est croisés, recroisés, notamment professionnellement parlant en Martinique. Et j'ai l'impression que c'était pareil, quoi. Au Sport Indies, c'était Las Liardon, Las Liardon, c'était Sport Indies, et puis H24, elle est dedans, elle se bat dedans, et puis tu lèves jamais la tête. C'est ça. J'ai fait, j'ai répété le schéma. J'ai répété le schéma. Euh, en fait, quand un sportif arrête le sport, soit il fait carrément autre chose, soit il continue, soit il arrête tout le sport, soit il recommence dans quelque chose et toujours dans l'extrême. Et au début, quand je suis rentrée en Martinique, j'étais 4-5 fois par semaine à la salle, 2 heures, muscu, machin. Hein. Après, il y a eu la Covid. Alors là, du coup, on m'a plus vu. J'ai commencé à dire mon canapé, ma vie, ma télé, ma vie et bouffer ma vie. Et après, je me suis mise à fond dans ma boîte, mais à fond. Ça veut dire que je pouvais me lever à 6 heures, faire du 6 heures, 23 heures sur mon ordi. Pour moi, c'était normal parce que fallait atteindre l'objectif. Et j'ai pas compris. Tout le monde me regarde en mode, mais elle est folle, elle est complètement tarée. Et moi, je me dis, mais moi, je m'en fous. L'objectif, il doit être atteint.
Donc, en fait, je vais mettre en place des choses qu'il faut pour atteindre les objectifs. Le problème, c'est que dans ma boîte, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, et, Donc, ça se termine jamais, c'est et sans fin. c'est ça. Et en fait, je suis toujours la tête dans le guidon. Et même sur les Summer Games auxquels tu as participé, euh, je vois ce que j'ai fait sur vidéo. C'est-à-dire, je regarde les photos, je fais ah, ou je vois des vidéos, je vois des trucs, putain, on a fait ça. Sauf que quand j'ai fini les Summer Games, je suis déjà dans autre chose. Et en fait, il a fallu prendre aussi ce recul. Je me dis, mais meuf, tu peux pas continuer à vivre ta vie. Le travail, c'est pas la vie. À quel moment L'idée, c'est aussi d'en arrivé ce profiter. déclic? Récemment, hein. Récemment, j'essaye aussi de lever le pied. Alors, Et comment le est truc arrivé ce sur, déclic finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? je me suis séparée. En Toujours fait, des tu n'es histoires de pas mecs. passionné du basket, tu es passionné de l'amour finalement. C'est ça ton C'est truc. ça, ça doit être ça. Ça doit être ça. Je me suis séparée. Alors oui, mais j'ai continué dans mes extrêmes de boulot, c'est-à-dire qu'on me retrouvait pas. Mais c'est devenu ridicule. Ça veut dire que je me suis coupée du monde extérieur. Euh, bon, ma famille, je les vois pas. Bon, ils me connaissent, hein. Bon, on se voit au repas de famille, là où je prends toujours 2 kilos à chaque fois que je les vois. J'essaye quand même de temps en temps d'aller les voir, mais je me suis coupée de tout et je me suis vraiment focalisée sur une chose, c'est mon taf, parce que la seule chose sur laquelle j'avais du contrôle, c'était mon taf. Ouais, Et c'est je ne ça. pouvais m'en vouloir qu'à moi-même, tu vois. Et, et en fait, moi, dans mon agence, je fais plein de choses. Parce que événementiel, ça peut regrouper tout et n'importe quoi. Mais je donne la priorité aux actions qui ont du sens pour moi. C'est très important pour moi de pouvoir mettre mon expérience, mon expertise à contribution. Donc, tout ce qui est social autour du sport, tout ce qui est aider les sportifs sur le haut niveau, ça, c'était mon truc. Pas forcément devenir agent, parce que je suis pas un requin. Euh, et encore, tous les agents ne sont pas des requins. Il y en a J'allais des dire, les bienveillants. agents qui écoutent ce Mais podcast vont être très contents, ils sont des requins. Mais bon, non, mais il y en a les qui requins ont sont. leur place dans Il faut notre être vie et dans notre société, on en a besoin, je rigole. tout à fait. Mais il y a des agents très bienveillants que je connais d'ailleurs. Euh, mais je me suis dit comment je peux aider. Tu vois, c'était très important. Donc j'ai fait des choix par rapport aux actions que je menais qui financièrement pouvaient être suicidaires. Mais dans ma tête, je me dis non, mais c'est pour la cause. C'est motivé. Tu vois, je suis dans mon monde de bisounours et en fait, je mets en place des choses où tout le monde me regarde en mode mais elle est folle. C'est quoi son truc? Et il y a une expression qui dit ils l'ont fait parce qu'ils savaient pas que c'était impossible. Et les Summer Games, c'est ça en fait. Et j'ai fait ça, c'était mon bébé. J'ai réussi à faire venir, je crois, jusqu'à une cinquantaine avec les 5 éditions, une cinquantaine de champions en Martinique, Quel de toutes les champion, des noms disciplines, extraordinaires. Ça fait venir des gens, des Mormecs, voilà, des Narcisses, c'est... des champions olympiques, des champions du monde, des champions d'Europe. J'ai Bravo fait pour venir ça. du grand Bravo monde. pour ça. Merci. Et je me suis dit, on va créer des passerelles parce que nous, on est en Martinique, on est aux Antilles, Guyane, et sous prétexte qu'on est loin, on n'aurait pas la possibilité de, alors On n'a qu'on pas a accès à ça. tellement de potentiel, tellement de choses à offrir. Non, c'est pas juste en fait. Donc, qu'est-ce qu'on arrive à mettre en place pour pouvoir aider ces jeunes? Et je me suis dit, je vais faire une action où je vais pouvoir, voilà, amener du monde, pas juste un match amical et puis les gars ils signent 3 autographes, ils partent, tu vois, mais des actions où ils vont parler aux gamins, où ils vont leur montrer des choses, où ils vont pouvoir créer du lien. Et ça va être super important. Et puis Et c'était un win-win là, parce que les c'est sportifs qui ça. venaient aussi n'étaient pas que dans le fait de donner, ils repartaient aussi avec beaucoup de souvenirs et de la découverte de la Martinique parce que moi, comme tu l'as dit, j'ai participé aux Summer Games, on a découvert le cacao, même moi qui suis martiniquaise, j'ai découvert des choses avec les Summer Games et c'est vraiment là où tu as été très très forte et j'ai envie de dire là où tu as eu une vraie étincelle en créant ce projet-là, c'est que c'était un vrai win-win. Alors un sportif qui n'a pas l'habitude de venir aux Antilles, tu lui dis viens en Martinique, c'est sûr que la destination déjà en soi elle invite à venir, tu lui proposes pas, bon, je vais pas citer de ville pour ne vexer personne, mais
tu proposes pas un lieu qui n'est pas paradisiaque. La Martinique offre beaucoup de valeurs, de choses. Et puis, en plus, c'est un département français, donc on sait qu'on est safe là-bas. Et c'est vrai que c'était une expérience extraordinaire pour les enfants. Elle continue cette expérience? Alors, elle ne continue plus. Je me suis arrêtée en 2022 avec une édition en Martinique et puis une édition en Guyane. On a été en Guyane, j'étais très contente. On a pu faire l'action auprès de 900 enfants. Donc ça, c'était top pour une première en Guyane. Elle ne continue plus parce que aujourd'hui, j'ai mis un petit peu en stand-by Sport Indies. Je continue quelques activités, notamment je suis coordinatrice pour Paris 2024 sur le relais de la flamme olympique en Martinique, donc il passera le 17 juin. Je fais encore quelques petites actions dans les écoles primaires. Mais aujourd'hui, j'ai intégré une nouvelle mission. Je suis conseillère haute performance à la Maison régionale de la performance de la Martinique, donc depuis Bravo. septembre. Merci. Et du coup, les Summer Games, il y a un Est-ce conflit que d'intérêt. Leslie Ardon a plus de place aujourd'hui? Parce que on a bien compris que tu fusionnais avec chacun de tes projets, que tu prenais à bras le corps, et même fusionner, tu prenais pas à bras le corps, là, c'était l'un dans l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, Leslie Ardon, la femme, a plus de place pour exister? J'y travaille. Ça fait 2 ans que j'y travaille, mais j'y travaille. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce dispositif, faut qu'on mette tout en place. Donc, comme tout début, comme toute création, c'est extrêmement chronophage. Mais la mission est belle. Mais je sais que c'est important d'avoir un équilibre. Donc, c'est quelque chose que je recherche, que j'essaie de mettre en place. J'y suis pas encore, mais j'espère vraiment pouvoir l'être d'ici quelques mois. T'es un J'espère. malade qui se soigne. Tu es une malade qui se soigne. Oui, mais en tout cas, j'ai pris conscience et j'essaye de mettre les moyens et les ressources en place pour y arriver. Toi qui as écouté le podcast de Maureen, elle parlait de sa relation à son corps. Elle disait que ce corps, c'était plus le sien, qu'elle le reconnaissait pas, puis qu'en plus, on l'a dit, elle est devenue maman, Maureen. Donc, c'est évidemment, toutes les femmes subissent un changement une fois qu'elles sont mamans. Elles retrouvent un corps ou pas, ça c'est toute une histoire qui pourrait l'expliquer. On va pas revenir sur ce sujet. Je sais que toi aussi, alors que tu es toute fine, franchement, tu es toute fine, et pourtant, je sais que c'est un sujet aussi pour toi. Ce sujet de ton rapport à ton corps et le rapport à la nourriture Euh, notamment. alors, le rapport au corps, je pense que quand je jouais, c'était très important parce que du coup, tu es athlète, ton corps c'est ton outil de travail. C'était quelque chose aussi. T'as envie esthétiquement de d'avoir un beau corps. T'as envie, enfin en tout cas la partie esthétique comptait beaucoup. Et je te rappelle que moi en fact je traînais avec des athlètes. Donc quand t'es avec des athlètes, putain j'ai envie d'être comme ça aussi, tu vois. Donc moi la muscu ça a toujours été mon truc. Et j'étais plutôt bien, hein, je pense, quand je jouais. Et quand je suis rentrée en Martinique, ben pareil, hein, j'étais à fond sur la muscu. Et puis au bout d'un moment, avec le boulot, ben il y a eu un équilibre à avoir. Et ça a tout basculé sur le boulot parce que du coup, j'étais crevée, je passais mon temps à bosser et j'ai mis un peu les choses de côté. Après, je continue un petit peu le basket localement, d'abord dans mon club de cœur, là où j'ai commencé. Euh, mais ensuite, j'ai lâché prise parce que c'était loin de là où j'habitais et puis avec mes contraintes de chef d'entreprise, j'avais plus le temps, tu vois. Et puis petit à petit, ben, je suis devenue un petit peu sédentaire. Euh, de temps en temps, ben oui. Et puis rapport à la bouffe. Et moi, j'aime le sucre, j'aime le fromage fondu, j'aime le beurre, j'aime tout ce qu'il faut pas manger, j'aime, tu vois. C'est mon kiff. Et pareil, t'es dans un truc comme ça et la nourriture, ben, elle prend de la place. Ça va, tu manges, ça va pas, tu manges. T'es triste, tu manges. T'es heureux, tu manges. Oh là là, j'ai envie de manger. Ah, il y a un film à la télé. On part quelque part. Attends, je prends un truc à bouffer, tu vois. Et en fait, c'est devenu ton compagnon, la bouffe, la nourriture. Mais encore sur ce travail sur moi que j'ai fait,
eh ben, j'ai aussi appris à plus écouter mon corps. Il y a des choses que je digère plus. Donc, il y a des choses que je mange plus. Tu vois, la viande, moi, j'étais une viandarde. Je suis carnivore. J'aime la viande rouge. Ben, j'en mange très, très peu. J'en mange quand je vais au resto des fois ou quand je vais dans les repas de famille. Parce que je sais pas dire non. Mais il y a plein de choses que je mange plus. Moi, à la base, j'aime pas les légumes. Je demande à tout le monde, mais les légumes, va des rétro satanas. Sauf que maintenant, je suis la reine des potages. Si tu veux, je te fais, moi, les potages, les légumes, je les hache à la main, quoi. Je te fais des potages toutes les semaines, quoi. Parce qu'il faut que je mange des légumes. Et ça, je l'entends. Après, j'ai pas une activité physique régulière et je sais que c'est pas bon, que je suis une grosse flemmarde, je peux le dire. Mais c'est vrai que quand je me remets au sport, ça reste et en fait t'es dans ton truc, tu vois. Et j'aime pas forcément. Faut que je trouve encore une fois l'équilibre, comprendre qu'il faut le faire en sport loisir, tu vois. Et moi je vais pas pour le loisir. Quand je suis Finalement, dedans, la je veux demi-mesure, défoncer tout c'est le monde. quelque chose qui tu n'arrives pas à saisir la demi-mesure. Quand tu fais quelque chose, c'est à fond, quoi. Tu fais ou tu fais C'est pas. ça, Et quand tu fais, c'est à fond. c'est ça. En tout cas, du mieux que je peux. Donc ça sert à rien de faire le truc à reculons. Mais du coup, maintenant, je comprends bien que c'est important d'avoir un équilibre de vie. Donc, trouver les choses avec lesquelles je suis en valeur et comprendre qu'il faut que je m'accorde du temps, moi, en tant que euh, euh, conseillère dans mon professionnel, tu vois, dans le monde professionnel, mais aussi du temps en tant que femme. Alors, ça peut être peut-être chiller et regarder Netflix, sauf que Netflix, c'est pas la vie, tu vois. De temps en temps, c'est bien, mais prendre l'air, aller voir un spectacle, je sais pas, aller chez le coiffeur, faire ses ongles, passer du temps de qualité avec ses proches, parce que mine de rien, l'âge monte, et on voit qu'il y en a de plus en plus qui partent, tu vois, et même des jeunes. Donc, l'idée, c'est pas de se retrouver devant les portes du paradis et que tu es Saint-Pierre Saint-Pierre qui me dise bon alors comment vous avez vécu votre vie bah, j'ai passé mon temps à travailler, c'est pas le but en fait, tu vois. Et là je me dis ok, les prochaines années qui te restent à vivre, ça peut être, je dis une bêtise, 1 an ou 10 ans ou 50 ans, mais comment tu veux le vivre en fait? Parce que je sais ce que j'ai fait pendant 20 ans, basket, nanana, Est-ce que tu ce as que cette j'ai fait là réponse? pendant. Est-ce que tu sais comment tu veux le vivre les Je veux prochaines années? pouvoir être, je veux pouvoir être sereine. Depuis quelques années, c'est ce que je cherche, la sérénité, le calme, l'esprit calme. Je vais pas me prendre la tête. Je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je sais ce que je ne veux pas. Je veux pouvoir aider, je veux contribuer, parce que je pense qu'on a tous une mission et je pense que ma mission à moi, c'est je sais ça m'habite, donc je le ferai avec plaisir, mais je le ferai pas au détriment de ma santé, parce qu'aujourd'hui, même si je le fais pas, les gens ils vont continuer à vivre en fait. Mais le peu que je ferai, je veux savoir que ça a vraiment aidé. Ça va pas changer la face du monde ou la face de la Martinique, ça je le sais. Mais quand tu parles à des gamins qui disent franchement merci madame, ils te disent merci madame. Là déjà tu prends un coup, tu dis putain les cheveux blancs et tout, ils t'appellent Madame madame. Arnaud! Et alors que toi tu dis madame Ardon, c'est oh là là. Mais voilà. Et puis si, enfin, une famille, t'as pas besoin d'avoir des enfants pour avoir une famille, mais voilà, mon Alors, but pour ultime revenir sur ma initial. question, à 44 ans, la question est encore, elle est chiante, hein, elle est chiante, Vanessa, jusqu'au bout. La question se pose encore à 44 ans ou où tu te fais une idée ou tu envisages d'autres Ben, enfants? bah écoute, là j'essaie de trouver un équilibre avec moi-même. Mais oui, si je pouvais, voilà, si je rencontre la bonne personne, parce que j'ai pas envie de faire un enfant pour faire un enfant. Après, tu peux très bien faire un enfant seul, hein. Oui, C'est mais pas toi, tu parles impossible. bien de faire une famille et pas d'avoir un enfant. Ouais, La différence, c'est ça, elle est là aussi. Donc, si c'est je ça. Mais comprends après, bien tu peux faire puisque une famille ça a été monoparentale. un sujet récurrent dans notre conversation du jour, Leslie Ardon, elle est pas amoureuse en ce moment. Non, 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 Messieurs, je suis il là. est temps de composer le 06. Non, je vais pas donner. Je ne vais Non, pas mais donner. non. Là, enfin, tu demandes aux gens, mais moi, je suis mariée à mon travail, en fait. Ça Mais là, je veux continue. plus. Je veux pas divorcer. Non, mais je suis prête Prends du à recul. accueillir du monde dans ma vie. Il y a pas de souci. Enfin, oui, je travaille sur moi pour le faire.
Mais non, voilà, je veux pouvoir passer des moments de qualité avec quelqu'un si je peux. Si je peux pas, je m'achèterai un chien ou un chat. Mais ouais, tu vois, j'ai des proches, j'ai ma famille, j'ai des amis, j'ai mes neveux, mes nièces, j'ai ma filleule. Donc, tu es entouré. Je vois des enfants partout. Ouais, je suis entourée. Mais c'est vrai que des fois, tu te dis, Je suis entourée, mais je suis il seule. y a, ouais. Mais c'est moi qui ai fait enfin, c'est moi qui me suis mise dans ma solitude. Donc c'est aussi à moi de m'en sortir. Tu t'es isolée. Ouais. Ouais, C'est ouais, sûr ouais, ouais, qu'il ouais. va avoir du mal à venir te chercher enfermé dans C'est ce ton qu'on me bureau dit. de 10 heures Il à ne 23 heures. viendra pas. Il viendra pas frapper à ma porte. Peut-être le Surtout là où facteur, j'habite, mais il ça faut dépend. Il vouloir. est mignon, le facteur, ou pas? Le facteur, je le vois pas. Moi, je suis tout le temps au bureau. Tu Ouais, vois, voilà. donc Non, mais je parlais du c'est facteur du ça. bureau. Celui qui vient au bureau pour Ah, apporter le courrier. je le vois pas. Il arrive pas jusqu'à mon bureau. Bon, bah Donc voilà. Donc oui, ça va être mon compliqué. futur, soit je le Peut-être le rencontre au boulot, caissier. soit je Mais le oui, rencontre en train de faire mes courses. Donc c'est ça, le ou caissier. après C'est ça. suite à ton podcast. Voilà. Ah ben Mais écoutez, voilà, les réseaux sociaux, Leslie Ardon, vous avez maintenant une bonne partie de sa vie résumée ici dans ce podcast, donc c'est à vous de voir, voilà, messieurs, si vous voilà. êtes intéressés ou pas. Elle a lancé l'appel, à vous de réagir. Quel bilan tu ferais alors on a compris très clairement que ton bilan professionnel, il est carré, il est clair, il y a des projets, il y a des objectifs à atteindre. Quel bilan, ma question est très, très pointue, quel bilan de perso tu fais de ton après-carrière? Leslie Ardon, détachée de ça, si c'est possible, de sa partie pro. Pas grand chose, hein. Non, je mens. Bilan perso, j'ai grandi par rapport à mon histoire, par rapport à mon histoire de vie, par rapport à ma mère, euh, parce que ça a été vraiment une source de tension une bonne partie de ma vie. Maintenant, j'ai plus de recul. J'ai aussi beaucoup. Je suis quelqu'un d'assez empathique, donc quand j'ai compris un petit peu, je connais pas toute son histoire, mais j'ai compris son histoire. J'ai compris aussi pourquoi elle reproduisait ce qu'elle a reproduit avec moi. Euh, et ça m'a permis aussi de m'alléger de certaines choses. J'y travaille encore. Euh, T'as des contacts avec elle, ce où elle mais est? oui, mais ma mère, je la vois. Oui, je la Ah vois. Elle est d'accord. à Paris. Je vais la voir. Je vais la voir. Euh, on discute, mais elle aussi, elle a un travail à faire sur elle qu'elle n'est pas prête à faire. Donc, je ne peux pas non plus porter son bagage à elle. Je ne peux que porter le mien et essayer d'aller mieux et d'évoluer, en fait. Donc, je l'accompagne comme je peux, mais je comprends aussi que chacun a sa place. Et moi, je ne suis que la fille. Je suis la petite fille de ma grand-mère, je suis sa fille à elle. Et il y a une histoire qui est très, très forte. Euh, mais ça, je le comprends que maintenant, après avoir travaillé des années dessus. Donc, euh, personnellement, je sais que je suis encore une fois en cheminement, je sais que je vais apprendre des choses, euh, et je sais que, en tout cas, je suis persuadée qu'il n'y a pas de hasard. Et je sais que le meilleur reste à venir. Je sais pas du tout ce que ça va être. Et ça, que ce soit perso ou professionnel, mais je sais que j'évolue. Et j'essaie de me mettre euh, d'avoir une approche suffisamment positive pour aller vers le meilleur, tu vois, et apprécier les choses que j'ai, apprécier les galères, apprécier que ça m'ait appris à grandir, apprécier le bon comme le mauvais, parce que je sais que c'est ce qui me permet d'être ce que je suis aujourd'hui et que si on a cette conversation dans 5 ans ou dans 10 ans, eh ben, je te dirais, mais putain, c'était qu'une étape et je pensais pas arriver à ce point-là, en fait. Hum, Donc, je sais hum. que le meilleur reste à venir, mais qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ce sera une famille? Est-ce que je serai en couple avec des enfants? Est-ce que je vais adopter? Est-ce que je serai toute seule et je ferai un enfant toute seule? Est-ce que finalement j'en aurai pas et en fait je déverserai tout mon amour dans la partie professionnelle pour accompagner les gens? Je sais pas, mais je veux pouvoir profiter de ma présence et sur Terre, être reconnaissante pour les choses que j'ai et vraiment pouvoir contribuer, apporter ma petite pierre à l'édifice et me dire, ok, quand j'arriverai devant Saint-Pierre, et que je Femme de puisse lui dire,
j'ai fait ça, 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 et personnellement, bah, je suis heureuse parce que je suis partie de là, je suis arrivée là. C'était pas évident, mais j'y suis arrivée et j'ai été heureuse. Parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est être heureux. Et je pense que pendant une bonne partie de ma vie, j'arrivais pas à mettre des mots sur certaines choses, j'arrivais pas à comprendre certaines choses. Le puzzle, il n'est pas encore tout à fait clair, mais j'y travaille. Et surtout, je vais vers cette harmonie, vers cette sérénité, vers cette joie de vivre, en fait. Il n'y a pas besoin de grand-chose, hein. Le matin, quand je conduis et je vais au boulot, je dis merci le soleil, quoi. Je suis contente d'avoir le soleil en pleine gueule, tu vois. Et me dire, ah putain, je suis pas en France et il fait pas moins 5 degrés. Tu vois, c'est des petites choses. Mais être heureuse pour les choses que j'ai et pouvoir moi aussi apporter ce petit bonheur ou des petites choses à quelqu'un, tu vois. C'est pas grand-chose, mais c'est au moins tu sais que tu es passé sur cette terre et que tu as laissé ton empreinte et pas en négatif. Finalement, on revient sur le fait de ne pas être oublié, dont tu parlais à la fin de carrière. Finalement, laisser son Ouais. empreinte. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve chez les sportifs de façon générale. Marquer l'histoire, ne pas être oublié. On parlait plus de mon nom, sortait plus, on m'appelait plus. Il y a vraiment cette notion de tomber dans les oubliettes, quoi, qu'on a du mal à vivre. Bah, tu vois, c'est ça. Mais moi, enfin, c'est paradoxal. J'ai pas envie d'être devant. J'ai pas envie qu'on me voie. Moi, si je peux être dans mon coin, on me voit pas, c'est super. Sauf que ben dans mon taf, j'ai compris qu'il fallait être visible. Donc, je suis très mauvaise communicante. J'ai horreur de ça. Mais au final, il faut, si tu veux pouvoir faire des choses, faut pouvoir être visible à tous. Encore plus avec les réseaux sociaux. Donc, bah du coup, je le fais. Mais c'est pas un truc qui est naturel chez moi. Moi, si je peux être dans mon canapé en train de bouffer mes trucs Et et si ouvre ton homme de derrière, ta vie pouvait venir sonner pendant que tu rebouffes tes paquets de je ne sais pas quoi en regardant Netflix, ce oui, serait la ça vie idéale. m'arrangerait. Mais bon, là, je suis prête à sortir à S'il sonne nouveau à la et avoir une porte vie avec, sociale. j'ai bien compris qu'il faut qu'il vienne avec quelque chose à manger. S'il veut te séduire, Oui, il vient avec voilà, à quoi? manger. Pas des légumes, hein. Pas des trucs sains. Des gâteaux. Moi, tu m'achètes avec des gâteaux, hein. Tu me Tu dis, sucres, ah Leslie, ouais, tu as dit un gâteau fait maison ou industriel, ça passe. tu peux venir avec un peu en raisin. Moi, je suis pas. Je Tu viens suis avec pas une pizza. Non, je suis pas difficile. Pas besoin. À manger. Tu me dis, à Leslie, manger. vas-y, tu me dis, on va en soirée. Je dis, oh. Tu me dis, on va au resto. Je dis, ah. Tu vois, là, tu vas me faire sortir. Mais non, là, après, je suis prête à reprendre, entre guillemets, une vie sociale, à équilibrer. J'essaye de retrouver l'équilibre et d'accepter que ma vie, c'est pas le travail, en fait. Alors Ça, c'est ce qu'on c'est, on te souhaite finalement sur ton chemin de vie, de te dissocier de ton travail et de reprendre le contrôle sur ta vie, parce que tu parlais de contrôle, je sais que c'est un mot qui est important pour toi. Et oui. là, Accepter, lâcher prise. et lâcher Lâcher prise. prise. Je pense que, en Exactement. effet, plus que prendre le contrôle de ta vie, c'est plus lâcher prise sur tout ça. Mhm. On arrive au terme de ce podcast, qui est le tien, tout à fait. Ma petite question, celle que j'aime poser, c'est qu'est-ce que tu aurais voulu savoir avant la fin de ta carrière et qu'est-ce que tu voudrais dire à tous ceux qui vont arrêter? Alors, ce que j'aurais voulu savoir avant la fin de ma carrière. Mon Dieu. Que le réseau, c'est important. Que on n'est pas indispensable. Que le sport, malheureusement, c'est du sport business et que on est un peu comme des Kleenex. Donc, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. De, d'être intelligent. De comprendre que quand on a les gens avec nous, quand on est sous les feux de la rampe, il faut pouvoir s'en servir sans avoir honte de le faire. Il faut savoir être opportuniste, il faut faire du réseau, il faut faire du lobbying, il faut se montrer, il faut utiliser ça. Euh, qu'il faut également accepter d'être fragile, accepter de demander de l'aide, de pas avoir peur, d'oser demander de l'aide. Putain, demandez. Le pire qui puisse vous arriver, c'est qu'on vous dise non. Et puis on s'en fout ce que les gens pensent en fait. On s'en fout parce que vous êtes les seuls à vivre ce que vous vivez. Et il y en aura d'autres qui ont vécu les mêmes choses et ils pourront vous expliquer. C'est sûr, mais n'allez pas à la guerre sans bâton.
vous entraînez pour faire des perfs. Eh ben c'est pareil, la reconversion, le passage dans l'autre monde, c'est pareil, ça se prépare. Et ça se prépare pas juste en regardant une émission comme ça. Allez, il y a des gens qui sont là, il y a Vanessa qui est là, qui peut en parler. Oui, regardez des podcasts, mais demandez de l'aide aux experts. Demandez à d'autres qui sont passés avant vous s'ils connaissent pas du monde dans leur réseau qui pourrait vous aider. Essayez des choses. Moi, avant de trouver les bonnes thérapies, j'en ai fait plein. Il y a des gens qui me correspondaient pas. Tout à J'ai fait. essayé plein de choses. Mais soyez ouverts. Parce que le sport, ça reste éphémère. Mais par contre, c'est un super outil. Donc, sachez l'utiliser comme le sport vous utilise, en fait. C'est vraiment ça. Et de toute façon, il y aura toujours des gens bienveillants, que ce soit des anciens sportifs ou autres, qui seront prêts à vous aider, vous donner des conseils. Après, charge à vous d'être assez intelligent ou en tout cas avoir une pensée constructive pour pouvoir mettre des choses en place. Mais de la même façon où vous avez travaillé sur votre projet sportif, ben il y a de la stratégie à mettre en place pour la reconversion. Et attendez pas le dernier moment. C'est marrant parce que quand on est sportif, c'est logique d'avoir un coach. C'est-à-dire, personne se pose quasiment la question d'avoir un coach quand on est. Alors pourtant, des fois, notamment mon coach, il avait un niveau interrégional. Hein. Il m'a amené au championnat du monde. Il a jamais fait les championnats de France. C'est-à-dire que on est capable d'être poussé, d'apprendre une expertise avec quelqu'un qui a un niveau inférieur. Pourtant, quand on sort de cette sphère sportive, ça paraît inenvisageable d'aller chercher des réponses avec un coach ou avec un psy ou avec un thérapeute. C'est fou, hein? Les barrières qu'on se met. C'est incroyable. Exactement. Exactement. Mais c'est comme ça. Donc, ce qui est bien avec ton podcast, c'est que ils peuvent entendre la bonne parole et pas que d'une ou d'un sportif, mais vraiment plein de sportifs de disciplines différentes, parce qu'on passe tous par la même chose. On le vit différemment, mais en fait, c'est la même histoire déclinée à plusieurs sauces. Donc, Avant le c'est début du important. podcast, je t'ai interrompu parce que je t'ai dit garde-le pour le podcast, garde-le pour le podcast, on va le faire dès le début. Finalement, on est parti sur plein de sujets, on n'est pas arrivé sur ce que tu voulais dire sur le podcast. Donc, je t'en prie, que voulais-tu me dire? J'ai oublié. Je m'en doutais, et je m'en doutais. C'est pour ça que je t'ai dit garde-le, 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 surtout parce qu'on va commencer par ça. Et puis finalement, on est parti sur nos histoires de trilingue et puis on a oublié. Écoute Leslie, je sais que tu as un emploi du temps très chargé, tu en as parlé, maintenant tu as de grandes responsabilités avec notamment une flamme olympique qui va traverser la Martinique, donc je crois que tu travailles sur le dispositif. Donc, j'imagine que ça doit pas être forcément évident. Tu vas la porter toi la flamme? Non, je vais faire une photo avec la torche. D'accord. Mais non, je la porte pas. Non, il y a des relayeurs. Il y a une centaine de relayeurs. La liste est connue en Martinique ou pas? D'accord. Mais elle est. En fait, il y a Paris 2024 a donné, en tout cas, a envoyé des mails aux porteurs qui étaient connus, enfin aux porteurs qu'ils avaient choisis. Mais en fait, il y a plusieurs listes. Donc, il y a certaines listes qui sont pas encore dévoilées, qui vont l'être dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Et du coup, on peut pas encore communiquer dessus. D'accord. Donc, tu donnes les petits papiers, mais tu peux pas nous en dire plus. D'accord. Ah ben, moi, je coordonne, hein. Je te dis, moi, je suis derrière. Je fais de la logistique, les cheveux blancs, les cernes, les nuits blanches, c'est pour nous. On collabore, je collabore avec la collectivité territoriale de Martinique. Coucou Tao, et Mitaï, tout le monde, Michael et tout. Par rapport à ça, c'est un beau projet. Et c'est pour ça aussi que c'est la première fois que la flamme traversera les tom-toms. Oui. Donc, voilà, c'est ça. Et on a la chance qu'elle traverse beaucoup de départements. Il fallait payer un certain montant de mémoire, c'était 180 000, je crois. C'est ça. C'est ça. Pour avoir le privilège de voir traverser la flamme sur son département. Bah, écoute, exactement. Espérons que ça portera de grands bénéfices à la Martinique. Voilà. Bah, j'espère parce qu'on travaille vraiment beaucoup dessus. Donc voilà. Écoute Leslie, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec moi, d'avoir pris merci aussi à toi.
le temps de te dévoiler, parce que je sais que c'est pas toujours un exercice facile d'oser aller dans ces méandres quand on partage un podcast comme celui-là. Donc merci d'avoir joué le jeu. Et puis j'espère que tu auras passé un bon moment. Ça a été le cas pour moi. Très bon, merci beaucoup, merci. Continue à faire ce que tu fais, parce qu'il faut libérer la parole en fait. Et plus on réussira à la libérer, plus les sportifs réussiront à l'entendre, et même les jeunes générations qui se disaient une autre vision dans leur approche du sport de haut niveau, qu'ils comprennent mieux ce qui se passe pour être plus armés en fait. Donc je t'ai dit, et puis de toute façon, j'espère que bientôt la maison de la performance Martinique pourra travailler avec toi. C'est vrai que là, on vise plutôt des petits jeunes pour 2028 et 2032, mais un jour, ils auront besoin de reconversion aussi. Donc, et puis la reconversion, pour le coup, mes clients n'ont pas que. D'ailleurs, rares sont mes clients qui viennent d'arrêter. J'ai pas beaucoup de clients qui ont. Mes clients, non, j'ai des clients plus âgés que moi. Donc au contraire, notamment Elvire Teza en parlait dans ce podcast, qu'à l'âge de 43-44 ans, elle subissait encore. Elle était encore sous le coup de son arrêt carrière, qui aujourd'hui, elle était en burn-out, elle était dépressive parce que elle avait pas peut-être pris le temps de. J'ai aucun. Alors pour le coup, il n'y a aucun de mes clients dans ce podcast. Donc si vous posez la question, il n'y a aucun de mes clients dans ce podcast. Voilà, je différencie bien les choses. D'ailleurs, quand on travaille avec moi, on signe un contrat de confidentialité. Donc c'est pour ça que dans ce podcast, je ne cite aucun nom. Mais il n'y a pas d'âge pour se faire accompagner. Tu le sais, il y a différents moments. Et non seulement j'ai un programme de 3 mois pour programme d'après-carrière qui s'appelle BU, mais j'ai aussi un programme des séances individuelles. Donc non seulement ils suivent ce programme, mais après ils me recontactent pour travailler sur des problématiques autres. Voilà, un sportif de haut niveau, c'est un humain. Et donc je travaille avec l'humain. Donc en effet, il est possible de m'appeler, peu importe l'âge, et ce serait avec grand plaisir que je répondrai à l'appel de la haute performance Martinique. Écoute, s'il y a le besoin se fait sentir, je transmettrai tes coordonnées. Merci beaucoup, Leslie. En tant que coach thérapeute, donc, j'accompagne les anciens sportifs à traverser toutes les problématiques qui ont été évoquées ici dans ce podcast. Donc, si toi, tu te sens dépassé, que tu te sens seul, donc que tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, eh bien, l'appel découverte est offert. Sinon, tu peux aussi me contacter sur les réseaux sociaux. Tu peux contacter Leslie sur ses réseaux sociaux si tu veux postuler pour un autre poste, ou sur mon mail contact@vanessagladon.com. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises, et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast. Another podcast, another glad one.